Bonjour. Merci à vous d'être parmi nous aujourd'hui. Avant de commencer, on souhaitait vous poser une question simple, en apparence. Pourquoi travaillez-vous ? Si vous deviez répondre spontanément, est-ce pour gagner votre vie, évoluer, apprendre, ou pour quelque chose d'un peu plus difficile à définir, trouver du sens ? Cette question, elle peut sembler évidente, et pourtant, elle est aujourd'hui au cœur de nombreuses remises en question. Parce que au-delà des transformations technologiques ou économiques, c'est bien notre rapport au travail qui est en train d'évoluer. C'est dans ce contexte que nous avons choisi de travailler sur un sujet central, la quête de sens au travail. Un sujet qui nous concerne tous, individuellement, mais aussi collectivement, à l'échelle des organisations. À ce titre, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, comment générer de l'engagement au travail et appréhender l'avenir quand les innovations bousculent les organisations. Cette masterclass va s'organiser en 2 temps. D'abord, un temps d'exploration en plénière pour poser les bases et mieux comprendre ce que recouvre la notion de sens au travail aujourd'hui. Ensuite, on aura une petite entracte qui nous est offerte par Columbus Café. Ensuite, un temps d'atelier avec nos intervenants pour confronter ces réflexions à des expériences concrètes. Et enfin, un moment d'échange convivial pour conclure et échanger si vous avez encore des questions. Et ces enjeux de sens au travail concernent aussi directement les institutions qui forment aujourd'hui et accompagnent les professionnels de demain. Avant de poursuivre, on souhaitait adresser un mot de remerciement à celles et ceux qui rendent possible cette masterclass aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir Romuald Bercher, responsable du pôle alternance au CNAM, ainsi que Philippe Méjonat, directeur de l'AFTEC, qui vont s'exprimer en quelques mots. Mais en attendant, bonne masterclass à tous. Honneur à celui qui reçoit. Merci. Bonjour à toutes et tous. Très bonne question. Je me suis demandé pourquoi je me levais ce matin. Eh bien, j'espère qu'on aura la réponse à 12h30. Je pense que c'est un peu pour toutes les raisons que vous évoquiez. Mais je pense que l'âge et l'avancée dans le temps posent peut-être les choses différemment. Alors, un petit mot d'accueil d'abord pour vous dire qu'on est très heureux de vous accueillir ce matin pour cet événement masterclass. On a rarement été aussi nombreux, donc ça veut dire que la mayonnaise commence à prendre. Ça fait maintenant quelques années. Alors le CNAM, ça fait, j'ai refait mes petits calculs dans ma petite tête tout à l'heure. Ce partenariat remonte à 2013, mais le PITO a démarré un petit peu plus tard. Mais ça fait maintenant quelques années que cette formation a été prouvée. Je remercie au passage toutes les équipes pédagogiques et organisationnelles de l'AFTEC et du CNAM, parce que c'est quand même une formation, ce master qui est porté en grande partie par des enseignants-chercheurs et formateurs de l'AFTEC, mais c'est un format qui est un petit peu particulier, puisque je dirais le CNAM est omniprésent dans l'action de formation, mais toutefois, pour que ça fonctionne bien, il faut aussi une organisation, et celle-ci elle est portée par l'AFTEC, donc je remercie toutes les équipes, je félicite les étudiants, et j'apprécie de voir qu'il y a d'anciens étudiants qui sont revenus avec des belles réussites, et j'espère qu'ils auront l'occasion de prendre la parole pour témoigner et apporter leur contribution, parce que si on revient, c'est que quelque part on s'est senti bien ici, et quelque part la formation a contribué au développement des compétences. Et c'est toujours agréable de voir cette jeunesse dans l'amphi. Je discutais un instant avec Lucie, qui est avec son groupe de licence RH, aussi avec le CNAM. On ne serait pas grand-chose sans le CNAM. C'est bien que les étudiants de licence RH viennent, et puis soyez actifs, pas au sens bavardage, mais au sens partie prenante dans la discussion, parce que c'est des moments riches et formateurs. Donc je remercie effectivement l'ensemble des acteurs, et c'est vrai que des moments comme ceux-là sont importants. Et puis c'est souvent un temps important dans une vie universitaire ou dans une vie scolaire ou de formation que de participer à des événements comme celui-là, une masterclass, puisque c'est à la fois un engagement de notre part et pour les jeunes une expérience sans doute marquante pour leur avenir. Voilà.
Donc sur le sujet, je ne vais pas en dire beaucoup plus que j'ai dit, c'est un vrai sujet d'actualité, même dans des organisations comme la nôtre, je le dis souvent, nous on est sur un modèle de gouvernance associative, mais la vie qui est la nôtre au quotidien, c'est la vie de l'entreprise. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement l'apprentissage est chahuté en France, et qu'on se bat pour que ce modèle de formation dure dans le temps, mais dure du point de vue de la pérennité du système et de son financement. Vous savez que l'argent, c'est le nerf de la guerre, et qu'on a besoin de défendre ce dispositif de formation pour qu'il soit pérenne. On est tous d'accord, tous les acteurs sont d'accord sur le fait que l'apprentissage est un voie de formation qui a fait ses preuves, d'insertion professionnelle, de montée en compétences. Les entreprises jouent le jeu, et on se bat vraiment pour que ce modèle soit pérenne et traité à parité d'estime. Donc c'est aussi important l'excellence et la qualité de l'offre de formation qui doit être la nôtre, et vous en êtes aussi les ambassadeurs. Et sur le sujet donc, de ce matin, effectivement, j'en ai 3 collègues qui sont là, avec qui on partage, je dirais, la stratégie de la structure. On a des réflexions quotidiennes, parce que nous on est confrontés à 2 phénomènes. Nos clients, c'est la jeunesse. Il faut absolument qu'on réponde à vos attentes. Alors, je veux dire qu'on s'adapte, c'est un peu excessif, mais on doit travailler ensemble. Vous êtes à la fois l'avenir et en même temps, on doit vous faire part aussi de notre expérience pour que l'organisation soit pensée comme telle. Et puis, on a aussi un certain nombre de collègues qu'on recrute, de tout âge. Ils sont de plus en plus jeunes, puisque nous, on est de plus en plus vieux. C'est l'avenir aussi. Et c'est important de faire cohabiter l'ensemble de ces acteurs dans l'entreprise, et c'est des questions quotidiennes. Alors Aïda, elle n'est pas venue ce matin, c'est la responsable des ressources humaines, c'est dommage qu'elle ne soit pas là. Je ne sais pas si elle est invitée, mais en même temps les commissaires aux comptes sont là, donc telle ou d'autres priorités. Mais c'est des sujets qu'on a au quotidien, sur comment être effectivement aujourd'hui attractif, quel sens donner à notre travail quotidien. Qu'est-ce qu'il fait, et vous avez bien posé les choses, on vient travailler le matin et comment faire cohabiter tout ce monde. Donc même dans des organisations comme la nôtre qui peuvent paraître un petit peu en marge de ce qu'on vit dans l'entreprise, je dirais privée de prod classique, eh bien c'est des sujets qui nous questionnent, et j'espère qu'on tirera quelques éléments de vos recherches et travaux de ce matin. Voilà. Et bien Romuald, je te laisse prendre la suite. Merci en tous les cas à toi. Merci pour l'invitation. Dans la relation CNAM-AFTEC, et je te remercie une nouvelle fois. Merci. Alors dans un premier temps, j'aimerais juste excuser ma directrice, Patricia Frino, qui n'a pas pu être présente ce matin pour des raisons professionnelles. Donc oui, le CNAM, c'est l'organisme certificateur de ce master, mais en effet, on travaille avec l'AFTEC depuis un certain moment, et notamment aussi sur des licences. Oui, on croit beaucoup à l'apprentissage. Un master d'apprentissage, il n'y en a pas tant que ça, et c'est important qu'on continue à travailler dans cette optique de garder ce master avec l'AFTEC à Orléans. Voilà. Après, voilà, donc, comme disait Philippe, je trouve que le thème qui a été choisi cette année est très intéressant. Donc, c'est un thème qui a été choisi bien sûr par les étudiants, mais aussi par l'équipe des formateurs. Je remercie en effet leur travail, parce que sans formateurs, c'est difficile de développer des formations, et on connaît les difficultés de mettre en place une équipe pédagogique pour accompagner les apprentis, les étudiants. Donc voilà, donc je suis très heureux d'être là, j'attends beaucoup de ces échanges. Je salue aussi en effet l'effectif présent dans la salle, parce que c'est, je crois, peut-être la plus grosse affluence qu'on a sur la masterclass depuis quelques années. Voilà, donc bonne masterclass à tous, et puis on peut échanger quand vous voulez sur la matinée, si vous avez des questions par rapport aux formations du CNAM. Merci à vous. Donc merci Monsieur Méjonade, merci Monsieur Bercher. Je me présente, je suis Lisa. Et moi, c'est Paul, et je suis ravie d'animer cette masterclass aujourd'hui. Avec Lisa, nous sommes les 2 présentatrices de la table ronde, et nous allons vous accompagner durant cet échange autour des enjeux d'engagement, de transformation et d'évolution des organisations. Donc nous allons maintenant accueillir nos intervenants. Donc elle est sociologue, il est psychopraticien relationnel. Ils sont tous les 2 executive coach. Ensemble, ils ont créé le campus. Merci d'accueillir Stéphanie Descenlis et Jean-François Lavigne.
Responsable des ressources humaines chez Carjunois, elle est claire, pragmatique et agit en accord avec ses valeurs. Merci d'accueillir Khedija Haït Aïssi. Passionné par son métier et par celui des autres, il explore le futur du travail pour aider les ressources humaines à garder une longueur d'avance. Merci d'accueillir Frédéric Joly. Et enfin, consultante en stratégie de développement de projet, ancienne élève de notre master Pito, nous accueillons Clémence Mercier. Merci à tous pour votre présence. Merci à vous de nous avoir invités. Alors, donc aujourd'hui, le monde du travail fait face à différentes sortes d'innovations. Et malheureusement, les salariés se retrouvent perdus face à beaucoup de changements. Et les organisations aussi se retrouvent perdues. Les travaux de Norbert Alter montrent d'ailleurs comment, en voulant innover, on peut perdre de l'engagement. Du coup, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser la présence d'un QR code qui s'affiche à l'écran, qui vous permet d'interagir en direct avec nous. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour enrichir nos échanges. Pour rentrer dans le vif du sujet, je tiens à ce qu'on définisse un terme qui intervient très souvent au sein de nos organisations, l'engagement. Khedija, du point de vue des ressources humaines, qu'est-ce que l'engagement? Sans transition. Ça m'a un peu surprise, pardon. Bon. Bonjour à tous déjà. On m'entend? C'est la première fois que je parle dans un micro. Alors, qu'est-ce que l'engagement? Alors, je n'ai pas de définition toute prête, totalement, qui sort d'un bouquin. Je peux juste vous donner ma propre définition avec la pratique. L'engagement, pour moi, en fait, ce sont des salariés qui sont présents, pas uniquement physiquement, non, ouais. Qui sont présents, qui sont là au travail, qui ont envie en fait d'être là, qui participent à la bonne marche au quotidien, qui peuvent être moteurs, c'est-à-dire apporter leur pierre à l'édifice, proposer. Et pour moi, en fait, oui, c'est ça le sens premier de l'engagement, hein, c'est d'être présent, participer, initier des choses. Proposer et puis discuter. Voilà, il faut avoir ça en tête. Une entreprise, c'est quand même aussi un lieu principalement d'échange. On parle beaucoup de messages ascendants, descendants, mais c'est pas forcément le mieux, encore une fois, à mon sens. Hein. Il faut qu'il y ait aujourd'hui, oui, un échange bilatéral. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Alors, pas de définition objective de l'engagement, je vais vous en donner une qui est très subjective. L'engagement, c'est qu'est-ce que tu mets en gage, en fait. Alors, l'employeur va donner des gages, la rémunération, mais toi, qu'est-ce que tu mets en gage derrière? Et la question, c'est de définir, en fait, ce gage. Et quand tu es dans une relation contractuelle, il y a des choses qui sont attendues par rapport à ton poste de travail, des activités, etc. L'engagement, c'est ce qui va dépasser ça, c'est le supplément d'âme qu'on va mettre en plus, qui va faire qu'on va dépasser simplement la relation contractuelle. Merci. Oui, moi ce que je m'étais noté, tu parlais de présence, Khedija, effectivement, c'est une présence, mais c'est une présence à soi, c'est une présence à l'autre, c'est une présence à la relation. Et j'ai coutume de dire que l'engagement, c'est une espèce de feu intérieur qu'on a le matin, quand on se lève, quand on va commencer à bosser, etc. C'est un truc qui est plus grand que nous, quelque part. Je voulais ajouter. Oui, c'est ça, c'est cette notion du feu intérieur. En fait, l'engagement, c'est pas une motivation ponctuelle. Pour moi, ça se traduit par un niveau d'énergie qui est durable, même en cas de difficulté, même quand on échoue, même quand ça se passe pas comme on veut. On reste le couteau entre les dents avec l'envie d'y aller. C'est ça pour moi l'engagement, en fait. C'est cette envie de continuer à se dépasser, continuer à s'investir, quels que soient les résultats, et même en cas d'insuccès, et même si on n'a pas le niveau de... En fait, voilà, ça se traduit par déjà un niveau d'énergie. Voilà comment moi je le définirais. Très bien, merci. Et Clémence, du coup, comment ça se traduit sur le terrain? Alors concrètement, l'engagement, c'est pour un salarié de comprendre ce qu'il fait, pourquoi il le fait. En fait, s'il est engagé, ça va être beaucoup plus simple pour lui de travailler avec passion, en fait, tout simplement,
parce qu'il aura les clés de compréhension et la motivation. Alors, par rapport à la motivation qui est quand même importante, parce qu'un salarié engagé va créer de la motivation et donc il va produire aussi quelque chose, un travail de meilleure qualité. Très bien. On a posé les bases de ce qu'est l'engagement, mais concrètement, comment se manifeste cet engagement chez un salarié? Et je vais donner la parole à Frédéric Joly pour qui était un peu déconcentré. Non, mais oui, j'ai des photos. Désolé. Allez, j'en donnais quelques-unes et puis on distribuera la parole. Le premier ressort de l'engagement, j'en ai parlé, c'est la rémunération. Quand on regarde les études sur les nouveaux embauchés, c'est une constante. C'est un dénominateur commun, la rémunération. Mais c'est pas suffisant en fait. Si c'est un dénominateur commun, on peut, comme dans une réduction algébrique, l'enlever et se dire quels sont les autres ressorts. Et les autres ressorts, ils sont plus subjectifs, ils sont plus propres aux individus en fait. On n'a pas tous les mêmes ressorts d'action et donc les mêmes ressorts d'engagement. Pour moi, un ressort qui est important, c'est l'alignement. L'alignement entre les valeurs de l'entreprise et les valeurs personnelles. Quand une entreprise vous propose une politique RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, qui est une politique principalement orientée autour de la communication, ça pose une dissonance cognitive avec les valeurs si vous êtes engagé sur ces sujets-là, et donc ça peut effectivement vous conduire à un désengagement. Donc il y a vraiment un enjeu aussi dans le choix des entreprises que vous faites par rapport en fait, à leur portée sociale. Et ça me permet de rebondir en fait. Moi je travaille dans un secteur qui est le secteur de la protection sociale complémentaire, retraite complémentaire et prévoyance. On a des métiers où on a des personnes qui sont engagées pour le bien commun, pour l'utilité. C'est-à-dire aussi bien sur des questions effectivement d'accompagner les salariés de droit privé vers la retraite et éviter qu'ils aient une retraite impécunieuse, et accompagner les salariés de droit privé dans la maladie, dans les accidents de la vie, font qu'on a un engagement au travail qui est lié au sens de notre action. Et effectivement, nous, on a une utilité sociale dedans, et ça, c'est quelque chose de très important. Très bien. Khadija, partagez-vous. Je vous laisse rebondir rapidement. C'est interactif, donc n'hésitez pas aussi à intervenir. J'espère que je ne veux pas... Non, pas de problème, de toutes les façons. On se rend ouais, non, tu parlais d'alignement, c'est pour ça que je pensais à ça. En coaching ou en psy, on a une mesure qui est l'alignement tête, corps, cœur. Et je pense que ça peut faire sens de rapprocher cet alignement tête, corps, cœur avec justement l'engagement. Comment être engagé quand on n'est pas aligné avec ces trois données. Voilà, et ça me donne envie de poser une question du coup à Khadija. Comment, du point de vue RH, on remarque qu'un collaborateur est beaucoup plus engagé? Qu'est-ce qui le motive réellement dans une entreprise? Alors, je voulais juste revenir sur les valeurs avant de répondre à la question. C'est vrai que peut-être que ça vous semble un peu pompeux de parler de valeurs, un peu théorique. Mais vraiment aujourd'hui, c'est ce qu'on constate en premier lieu, c'est que les gens quand ils viennent dans... Là je vais parler de mon secteur d'activité, qui est le transport de voyageurs, on est des métiers de service public. Voilà, donc on est des métiers en fait avec des contraintes qui sont vraiment très très importantes. On a des horaires qui sont très très décalés, parce que nos salariés peuvent commencer à 4h du matin, peuvent terminer à 2h du matin, ils peuvent travailler le samedi, le dimanche, les jours fériés. Ils ont des planifications qui sont malheureusement très changeantes. Voilà, on n'est pas des métiers, sans méchanceté aucune, mais on n'est pas des métiers de bureau qui commencent à 8h et qui se terminent à 17h. Donc là, il est clair que l'engagement vient quand même être extrêmement challengé. Et les gens qui viennent dans nos métiers, enfin moi c'est ce que je constate depuis des années maintenant, c'est qu'ils ont à cœur de faire un métier qui soit utile en fait à la population. Parce que vu toutes les contraintes, encore une fois, on parle beaucoup d'adéquation entre vie professionnelle et vie personnelle. Là, on a quand même beaucoup de contraintes qui viennent miner la vie personnelle. Voilà, il faut qu'il y ait cette valeur-là, utilité publique, amener, je le redis, sa pierre à l'édifice collective. Et c'est vraiment aujourd'hui, moi la première chose que je suis amenée à remarquer dans les gens que je rencontre dans l'optique d'une embauche future. Et pour en revenir à la question, à savoir comment mesurer l'engagement, c'est ça? C'est comment aujourd'hui on peut dire qu'un collaborateur, quels sont les leviers qui montrent qu'un collaborateur est engagé au sein d'une entreprise? Comment montrer qu'un collaborateur est engagé? Le collaborateur, je le redis, mais il est présent, il a envie d'être là, parce que
on en revient à cette notion-là que j'ai un peu de mal moi-même à définir que celle de l'envie. Mais voilà, il est présent, il est porteur, je le redis, mais il fait preuve d'initiative de la même façon. Voilà, il peut être amené à proposer des choses sur lesquelles nous, on n'aurait peut-être pas réfléchi parce qu'on n'est pas forcément sur le terrain, comme lui peut l'être. Et le feedback, ça aussi, on n'en a pas parlé peut-être, mais le feedback, c'est-à-dire faire un retour aux gens au fur et à mesure de ce qu'ils sont amenés à faire, de ce qu'ils sont amenés à proposer, ça permet aux gens en fait de rester engagés. Voilà. Et qu'est-ce qui cause cet engagement du coup pour le collaborateur, enfin du point de vue RH? Ah bah ça c'est personnel à chacun, qu'est-ce qui cause un engagement mais je reviens peut-être aux valeurs en fait. Voilà, on choisit un métier en fonction aussi des valeurs. Enfin, évidemment la rémunération, on travaille tous. Enfin, voilà, on n'est pas une association et voilà, on a des traites à payer à la fin du mois, mais il n'empêche, oui, il faut, j'imagine, un métier qui s'aligne avec les valeurs qui nous tiennent à cœur. Quelques rebondissements. Le fait peut-être aussi de laisser beaucoup d'autonomie à ses collaborateurs, c'est aussi quelque chose de très important, et de lui donner les moyens aussi de faire correctement son travail. Aujourd'hui, il y a beaucoup de collaborateurs qui sont, entre guillemets, empêchés de faire leur travail, et ça, c'est une source de désengagement potentiel. En fait, on parlait de valeurs. Alors, valeurs, ça a l'air d'être un truc, souvent quand on voit ça de l'extérieur, les valeurs d'une entreprise, ça a l'air d'être le truc un peu marketing, caravaning, super pompeux, on ne sait pas bien ce qu'il y a derrière, et c'est très très affiché, et finalement, qu'est-ce que ça raconte? Est-ce que vraiment on y croit? Moi, la notion que je donne aux valeurs, c'est si c'est pas là, je meurs. Et vraiment, si on revient à ce sens primaire de c'est quoi une valeur, en fait, du coup, ça questionne effectivement qu'est-ce que je mets derrière. Tu parlais, Khadija, de la notion d'utilité. Mon travail sert à quelque chose, sert à quelqu'un. On est, pour moi, dans l'essence même de la notion de sens au travail, en fait. C'est pas rare de voir des jeunes diplômés aujourd'hui qui vont aller peut-être vers des rémunérations un peu moins importantes, mais pour se destiner à des secteurs dans lesquels ils ont davantage choix, celui de l'écologie, où on a rencontré des étudiants qui refusaient des postes à la CETA ou chez Thales parce que c'est pas en accord, ce que fait l'entreprise n'est pas en accord avec ce que je souhaite faire. En fait, je veux pas être responsable indirectement de gens qui meurent d'un cancer du poumon, donc je vais pas travailler chez un fabricant de tabac, et je préfère aller bosser peut-être un peu moins cher, mais dans un milieu associatif où ce que je vais faire, je sens, a vraiment du sens, a vraiment une portée. Donc je sais pas, ça complète ce qu'on est en train de se dire, mais je reviens vraiment sur cette notion de valeur, c'est que ne le prenez pas sous l'angle marketing glissé d'un truc affiché qui n'aurait pas vraiment de sens. Quand on se parle de valeur, on parle bien de celle qui c'est le truc qui crée ma vibration dès le matin, quoi. C'est de ça qu'on se parle. Très bien. Et en parlant de valeur, je vois un rapprochement avec motivation intrinsèque avec extrinsèque. Est-ce que dans la motivation extrinsèque, on pourrait inclure le besoin de clarté et de reconnaissance des collaborateurs qui serait du coup un levier à activer pour motiver et donner du sens? Oui. Alors on a parlé en creux un peu de la reconnaissance, mais bon, c'est effectivement un levier hyper important. Hein. On est des animaux sociaux, on a besoin effectivement d'être connus et reconnus dans notre travail, donc ça c'est un enjeu important. La clarté, c'est quelque chose qui arrive et qui est fondamental aujourd'hui parce qu'on est dans une période qui est très complexe. Il y a énormément de facteurs de transformation qui nous empêchent de penser demain correctement. Et le maximum de transparence, ça évite de générer de l'anxiété, ça permet de savoir où on est. Donc il y a un enjeu. Quand on regarde les directives européennes qui sont à l'œuvre, qui ont été votées ces dernières années, elles parlent toutes de transparence. Que ce soit la directive sur la transparence des salaires, que ce soit le règlement sur l'intelligence artificielle ou la CSRD, toutes parlent de transparence et de besoin effectivement d'éclairer nos actions pour avoir un cadre dans lequel on puisse agir. Je veux bien rebondir parce que tu amènes un distinguo qui est hyper important, c'est le distinguo entre clarté et transparence.
Tu parles de clarté. Malheureusement, on est dans une époque où en fait, c'est compliqué de donner à la fois des consignes claires, un objectif clair, une vision claire de ce que ce sera demain, parce que le monde il évolue, ça bouge très vite, parce que y a un tas d'événements qui viennent bouleverser tout ça. Et en fait, même si on n'a pas la clarté, en tout cas, on doit avoir la transparence. Et ça, c'est capital, parce que j'ai beau ne pas savoir exactement ce que je dois faire, si on a été transparent et en termes de feedback, tu disais qu'Elidja, en fait, hein, si on m'a dit c'est bien ce que tu as fait, tu as bien contribué au truc, etc., ça va forcément tenir mon engagement plus loin dans la durée. Et si on se redonne un peu les piliers, pour moi, il y a bien le sens au travail, il y a bien l'autonomie. En fait, à la fois, je sais ce que j'ai à faire, j'ai les coups des franches pour le faire et j'ai pas quelqu'un qui me micromanage et qui est en train de regarder par-dessus mon épaule à chaque instant pour savoir si je fais bien. Je suis reconnue, ça veut dire que je suis vue pour ma contribution toute particulière et j'ai la maîtrise, c'est-à-dire qu'à la fois je suis formée, j'ai des bonnes compétences, je peux les développer et j'ai les moyens de le faire, j'ai le droit, j'ai les bons outils, etc. Et tout ça en fait va concourir à fabriquer un engagement plutôt élevé. Très bien, merci. Donc vous avez toutes et tous donné votre définition de l'engagement et ce qu'on met derrière cette notion. Donc moi je voudrais demander aux coachs, donc Stéphanie et Jean-François, comment détecter concrètement le désengagement dans une organisation et quels sont les premiers signes? Les premiers signes, souvent on ne les voit pas. Souvent ce sont des signaux faibles, souvent d'ailleurs ça se traduit par le silence. Donc quand vous avez des collaborateurs en face de vous dans vos équipes qui ne disent plus rien, qu'on sent absent, justement, on parlait de présence tout à l'heure avec Elidja, il faut commencer à vous poser des questions en disant tiens, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Souvent ce sont des signaux faibles et qu'on ne voit pas forcément. Alors ça se traduit par où on râle trop, où on râle pas assez. Vous savez, il y a souvent aussi des gens qui se disent à quoi bon, à quoi ça sert en fin de compte, parce que de toute façon il n'y a rien qui avance. Voilà, une espèce de manière de désabuser par rapport à tout ce qui se passe. Et c'est important ce que tu dis, c'est que c'est d'abord silencieux, le désengagement. Et c'est pas, on est sur un curseur, c'est pas je suis engagé comme ça et d'un coup je suis désengagé comme ça. Ça va être très progressif en fait, on va être sur des abandons petit à petit de choses qui fabriquaient mon engagement et qui d'un coup vont commencer à s'amoindrir. Et encore, jusqu'à me faire basculer du côté du désengagement. Moi, j'ai coutume de dire que un salarié qui vient toujours prendre le café et qui 2 jours de suite, vous l'avez pas vu au café, posez-vous la question. Celui qui vient toujours manger à la cantine avec tout le monde et puis qui, en fait, zappe la cantine, il faut s'interroger. Et s'interroger, ça veut dire juste dire tiens, je t'ai pas vu à la cantine, ça va, tout va bien. Et c'est pas intrusif en fait de faire ça, c'est juste montrer à l'autre que il a une place, je sais pas si on m'entend. Qu'il a une place, qui compte pour nous et que forcément on a un intérêt à sa présence. Les signaux du désengagement, c'est d'abord et avant tout des signaux faibles, clairement dans le texte. Vous parlez de devoir tout à l'heure, dès que vous ne voyez plus les gens, dès qu'ils ont l'impression de ne plus être vus, là il faut commencer à se poser des questions. Vu en tant qu'individu, vu en tant que personne qui existe et qui a des désirs, peut-être aussi des choses à travailler, mais dès qu'on ne voit plus les personnes, hop, il faut se poser la question. Elidja, si vous avez un avis sur ces signaux. Oui, après, non, mais je vous rejoins tout à fait tous les deux. Hein. C'est vrai que quelqu'un qu'on ne voit plus forcément au pause café le matin, en fait, c'est des petites choses toutes basiques. Hein. On parle de pause café, mais c'est très, très représentatif parce que c'est comme ça que le lien il se fait en entreprise. Le lien en entreprise, il ne se fait pas par des grandes messes comme ça, c'est par petites touches. On parle beaucoup de small talk. Tiens, il fait beau aujourd'hui, la météo, tiens, t'as fait quoi ce week-end, etc. Mais vraiment, c'est des petits événements sociaux qui permettent aux gens, en fait, de se lier, de créer des petites affinités. Après, évidemment, on est plus ou moins, on a plus ou moins un contexte professionnel et un contexte personnel.
Mais c'est des choses, oui, assez importantes. Et oui, ça se manifeste vraiment comme ça, c'est-à-dire des petits signes qui, au final, on en vient évidemment après à l'absentéisme, on peut en venir à des démissions. Ça, c'est comment ça se traduit en bout de chaîne. Mais oui, ça commence souvent comme ça. Et peut-être j'ajouterais aussi que au départ, le désengagement ne se voit pas dans les résultats professionnels. C'est-à-dire que la performance reste là. La personne continue à faire son travail correctement, en fait. Et au départ, c'est pas visible dans ce qu'il vous rend. Ce qui va peut-être être visible, c'est que il va manquer le smiley dans le mail qu'il vous envoie, il va manquer peut-être le petit plus qui faisait son travail au-delà de bien, il le faisait mieux. Quand ça commence à disparaître aussi, mais il y a cette notion qu'au départ, en fait, le désengagement n'est pas signe de contre-performance. Ça vient plus tard. Très bien. Du coup, d'autres avis sur la question. Pour rebondir rapidement sur l'observation qui permet de détecter le désengagement et également les outils qui ne sont pas vraiment représentants de la performance pour dire qu'un collaborateur est désengagé. Est-ce qu'il existe d'autres outils pour le manager pour voir réellement si le collaborateur est toujours engagé ou montre des signes de désengagement? Et du coup, je laisse les coachs rebondir rapidement sur la question. Vous avez des outils, j'ai envie de dire que tout ce qui est paramètres sociaux, tout ce qui est enquête de satisfaction au sein de l'entreprise, audit interne, vous connaissez les Great Place to Work, chaque entreprise a le sien, des pulses, des boosts, des je sais pas quoi, tout ça en fait sont des outils de mesure de l'engagement et de la satisfaction des salariés. Les ENPS, est-ce que je vais recommander mon entreprise? Est-ce que je vais parler de mon entreprise à quelqu'un en disant va bosser là-bas, tu vas voir, c'est super chouette. C'est ça en fait finalement le critère de l'engagement. Donc soit je le mesure au quotidien et vous avez des boîtes qui vous vendent des petits baromètres où en fait j'arrive le matin et j'ai ma question sur mon PC qui dit tiens, c'est quoi mon niveau de joie au travail aujourd'hui? Alors tous les jours en vrai c'est un peu casse-pied. Vous en avez qui le font une fois par mois, une fois par semestre, une fois par an. J'ai envie de dire, ça c'est la mesure. Et la mesure n'est pas l'outil, hein. Clairement pas dans le texte. Si vous ne faites qu'une mesure, vous avez une photo à l'instant T, ça sert à rien. Souvent, d'ailleurs, je sais pas, peut-être j'avance sur la question d'après, j'en sais rien, mais en tout cas souvent, ces baromètres servent à faire une mesure à l'instant T. Ce qui va favoriser le réengagement, c'est toutes les choses qu'on va faire derrière, toutes les actions qu'on va mettre en place. Et la plupart de ces actions, démarrent par d'abord quel dialogue on va instaurer entre les collaborateurs et leurs managers autour de ces résultats. C'est une photo, qu'est-ce qu'on voit sur la photo? Est-ce qu'on fait la même interprétation de la photo les uns et les autres? Et comment du coup on peut déflouter ou zoomer davantage ou au contraire prendre un champ plus large? C'est vraiment cette idée d'avoir une mesure certes, mais ensuite un dialogue autour de quelles actions? Si je peux rebondir, on a justement mené à bien un baromètre il y a quelques mois de cela, autour d'une trentaine de questions. C'était un one-shot pour avoir, comme tu dis, une photo à l'instant T. Mais au-delà d'avoir la photo à l'instant T, c'est réellement le plan d'action qu'on met en place à la suite. Parce que en fait, déjà de 1, faut motiver les gens à répondre au fameux baromètre. Parce que vous leur présentez un outil, pour eux c'est tout nouveau, ils se disent pourquoi, moi je me sens plutôt bien dans ma boîte, ça sert à quoi? Et puis si j'ai envie d'être un peu critique, est-ce que ça sera anonymisé, pas anonymisé? Enfin déjà premièrement, il faut réussir à présenter l'outil pour qu'il y ait un maximum de personnes qui participent, pour que ce soit le plus représentatif possible. C'est déjà un premier challenge en soi. Une fois que le baromètre est lancé et qu'on a une participation, une bonne participation, derrière c'est analyser les différents items, voir point par point, là où on est bon, là où on est moins bon, faire une restitution, parce que ça c'est extrêmement important. Faire une restitution
à tous, que ce soit à ceux qui ont participé ou ceux qui n'ont pas participé. Voilà, c'est de faire une restitution globale, dire voilà, en fait, on a réussi à mesurer le taux d'engagement avec toutes les questions qui nous ont été posées. Le taux d'engagement est 80%, c'est plutôt une bonne chose, mais on a constaté qu'il y avait sur certains items, on était peut-être un peu moins bon, notamment, nous on appartient au groupe RATP, donc en fait on a la possibilité aussi de se positionner par rapport à d'autres entreprises du groupe. Donc on se dit, tiens, là peut-être que sur cet item-là, on est peut-être un peu moins bon, donc va falloir travailler dessus. Sur tel autre item, on est super bon, donc communiquer aussi dessus. Et sur le plan d'action, donc je disais, mener à la suite, nous, le choix qu'on a fait, c'était de faire... on a travaillé avec notre CSE, tout le monde est OK avec le terme CSE. On a travaillé avec des personnes donc, du CSE et avec quelques salariés qui sont portés volontaires. On n'a pas voulu imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Justement pour dire voilà quelles actions on pourrait mettre en place pour venir travailler sur les quelques items où on manquerait un peu plus dessus. Et moi, à mon sens, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Et c'est comme ça d'ailleurs que ça a fonctionné. Voilà pour mon petit retour d'expérience. D'autres rebondissements. Et du coup, je me retourne vers Stéphanie et Jean-François. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai entendu parler de Gallup, qui était quand même un outil qui était utilisé et qui permettait d'orienter les collaborateurs vers l'engagement. Est-ce que vous avez quelques billes à nous tirer là, à ce stade, sur comment mesurer, comment mesurer l'engagement et derrière accompagner l'action en tant que manager? Oui, alors nous on utilise, je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire, mais on utilise un outil, d'ailleurs qu'on vous présentera dans l'atelier tout à l'heure, j'ai un peu de pub, qui s'appelle le Gallup Strengths Finder, et en fin de compte c'est un outil qui répertorie 34 talents dans 4 grands domaines d'activité, et l'idée c'est utiliser vos talents, donc les 10 premiers de la liste, plutôt que ceux qui sont en dernier, et là vous serez vraiment au top dans ce que vous faites, vous serez vraiment en adéquation avec qui vous êtes, avec vos qualités, avec vos talents, pour pouvoir exceller, pour pouvoir être engagé justement dans votre travail. Ça, c'est la partie Gallup qui, en one-to-one, ou en tout cas à destination vraiment de l'individu, lui permet d'identifier où est-ce qu'il va être bon et où est-ce qu'il va prendre du plaisir à faire ce qu'il fait. Gallup, c'est l'institut de sondage, c'est également eux qui portent Great Place to Work, qui là est un baromètre de satisfaction et niveau d'engagement des salariés. Ce qui est sûr, c'est que les salariés engagés, ils ont 6 fois plus de chances de recommander leur employeur à des amis. On va faire chuter l'absentéisme de 72% quand on a des salariés engagés versus quand on n'en a pas, etc. etc. Et en fait, on distingue deux choses. Enfin, le Clifton Strengths dont parle Jean-François, c'est moi en tant qu'individu, où est-ce que je peux m'engager parce que je sais que c'est ça qui va générer une énergie durable pour moi. Et vous avez la partie Gallup Great Place to Work, qui est un baromètre pur et dur de mesure de l'engagement, et qui lui va aller en fait naviguer dans pas mal de dimensions. Est-ce que mon environnement de travail est sympa? Est-ce que les relations sont bonnes? Est-ce que je sais ce que j'ai à faire au quotidien? Est-ce que mon manager est un type sympa ou est-ce qu'il me crie dessus? Etc. etc. Et en fait, après, c'est des basiques, quoi. Enfin, on est intervenu dans une boîte il n'y a pas très longtemps où les gens ils étaient hyper engagés, mais ils nous expliquaient que en fait, ils travaillent sur des chantiers, ils n'ont pas de toilettes, quoi. À un moment, mon engagement pour une boîte qui ne me respecte pas physiologiquement et met pas des toilettes à disposition quand je travaille 10 heures pour lui tous les jours, il est forcément, c'est forcément pas durable dans le temps, quoi. Il y a les résultats 2025 qui viennent de sortir justement du taux d'engagement. Gallup a mesuré par pays au niveau mondial le taux d'engagement. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez une idée en pourcentage de combien est le taux d'engagement au niveau mondial? Oui. Oui, c'est largement inférieur, c'est 20% au niveau mondial. Et en France, alors, d'après toi, est-ce
Est-ce qu'on est bons élèves ou pas? Eh non, on est à 9% seulement. Donc sur les sondés, il y a 9% seulement des Français qui se disent engagés dans le travail. Merci. Donc, on conclut que Gallup intervient en amont pour détecter et également après pour accompagner l'engagement des collaborateurs. On a une question du public qui s'adresse, je pense, à Kedidja, qui est comment engager les salariés en période de plan social? Oh. Comment engager les salariés en période de plan social? Non, mais en plus, j'ai dû malheureusement mener un plan social. Donc, le Covid, hein, je pense que ça vous parle encore. On a l'impression que c'était le siècle dernier, mais malheureusement non. Et alors, en fait, au-delà de Gare du Noir, j'avais également à gérer une autre structure qui s'appelait Dunois Voyage. C'était un réseau d'agences de voyage. 5 agences de voyage disséminées un peu partout, Orléans, Blois, Chartres, voilà. Et Châteaudun, pardon. Et pour le coup, malheureusement, le Covid est venu amener vraiment un arrêt à cette activité-là, plus personne ne voyageait. Et on avait donc une structure avec une vingtaine de salariés, dont certaines étaient présentes depuis plus de 35 ans. Voilà. Donc ils avaient fait quasiment, c'est pas quasiment, ils avaient fait toute leur carrière professionnelle dans l'entreprise et qui s'imaginaient évidemment partir à la retraite toujours au sein de Dunois Voyage. Donc malheureusement, déjà au-delà de l'aspect humain, parce que devoir annoncer à des personnes, encore une fois, de quasi 60 ans, qu'on va devoir fermer la structure et derrière lancer, mener un plan social, il a fallu... la structure a été totalement fermée. Donc on n'a pas eu une partie de salariés qui ont continué à travailler et une partie qui s'est retrouvée sur le carreau, si je puis dire ça comme ça. Non, là pour la peine, il n'y a pas eu engagement ou désengagement. Ça a été une fin à une entreprise qui avait plus de 80 ans. Et ça a été assez triste. Donc non, je n'ai pas forcément de réponse à apporter. Je peux témoigner, moi j'étais chez SNCF, j'étais chez Fret SNCF quand on est passé en 2-3 ans de 12 000 à 5 000 salariés. Donc ça ne s'est pas fait sous forme de plan social, parce que chez SNCF, en fait, les gens retrouvent un poste à l'intérieur de la structure SNCF, c'est suffisamment vaste pour qu'on arrive à les reclasser, mais on avait créé des espèces d'agences d'intérim ou de pôle emploi interne qui s'appelaient des espaces métiers emploi, où les gens allaient finalement faire ce qu'on ferait chez Pôle emploi, France Travail maintenant, en interne. Et en fait, l'idée c'était en garder moins de moitié, mais qui continue à être à fond parce qu'il fallait que ceux qui restent fassent plus, voire mieux que ce qu'on faisait à 12 000. Il fallait réussir à le faire à 5 000. Et en fait, pour moi, ce qui est capital, c'est d'abord le respect qu'on doit, y compris à ceux qu'on va faire sortir, en fait. C'est comment on les accompagne, comment on leur prend la main, comment on leur permet de se profiler un avenir et de prendre sens de ce qui se passe et comment je vais transformer ce truc en une opportunité, qu'est-ce que je vais savoir en faire et comment je vais rebondir après ça. Donc ça, c'est pour ceux qu'on accompagne vers la sortie. Si vous ne prenez pas soin de ceux que vous êtes accompagnés vers la sortie, vous ne créerez pas d'engagement en interne. Parce que finalement, je pourrais être celui-là. Donc à quoi bon m'engager pour une entreprise qui ne respecte pas ceux qu'elle est en train de guider? Pardon de le dire comme ça, mais donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est transparence totale, le sens, pourquoi on fait ça. Et faut pas de hidden agenda. Enfin, pour moi, vraiment, ce qui est capital, c'est ça, c'est d'être crystal clear sur voilà où on en est, voilà ce qu'on doit faire. Dès qu'en fait vous avez des agendas à 2 niveaux, avec voilà ce qu'on va leur dire, mais en vrai voilà ce qu'on voudrait faire, ça c'est délétère.
Dès lors que tout le monde a la possibilité de contribuer, de s'investir, ça marche davantage. Je ne sais pas si ça répond à la question. J'espère que ça a pu répondre à la question de la personne. Donc on va passer à la deuxième partie. La deuxième thématique. On va passer à la deuxième thématique. Donc, je comprends bien que le besoin de transparence est prioritaire au sein des entreprises pour maintenir l'engagement des collaborateurs. Mais est-ce que cette transparence ne serait pas cachée par une complexité organisationnelle? Donc, je me tourne de ce pas vers Clémence, qui est consultante en clarification stratégique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la complexité organisationnelle? Qu'est-ce que c'est? Alors, la complexité organisationnelle, c'est pas en fait une entreprise qui est trop compliquée. C'est une accumulation en fait de couches qui ont été ajoutées au fur et à mesure. On peut voir que la complexité organisationnelle en fait est apparue il y a plus d'un siècle au début de l'industrialisation en fait. C'est Taylor et Ford quand on a commencé à industrialiser les entreprises où on a dû commencer en fait à créer segmenter, organiser, hiérarchiser et donc du coup c'est là où est apparue la structure de l'entreprise. Ensuite, on a eu Weber qui est arrivé par-dessus et qui là a complètement tout normé. Donc là, on a ajouté des normes. Donc les salariés devaient répondre à une notion de qualité, une notion de rapidité en échange d'un salaire, en fait, tout simplement. Ça a continué et ça a pris encore plus d'envergure après-guerre, à partir des années 50, où il y a eu les gros chantiers de construction, la pleine expansion, l'apparition des grosses entreprises, des multinationales, et l'internationalisation, où là on s'est dit ok, on aille encore plus loin, donc là si vous avez fait tout ce qui est de l'éco-gestion, vous connaissez les organigrammes un peu complexes, les organigrammes en stylo, etc. Donc là tout est apparu. Et dans les années 70, on s'est dit ok, donc là on a des grosses entreprises et il va falloir commencer à penser en termes de qualité, donc ça a apparu si je n'abuse au Japon. Et donc là, on a commencé à parler qualité avec les normes qui sont apparues, les audits qu'on a mis de plus en plus en place au sein des entreprises, jusque dans les années 2000. Et en 2000, l'apparition d'Internet, enfin un peu avant, mais dans les entreprises, c'est vraiment apparu dans les années 2000. Donc la digitalisation, donc là, on a remis encore une couche par-dessus où il a fallu basculer d'un système, alors je prends souvent l'exemple du papier carbone pour faire les devis, mais en fait maintenant, on va les faire sur un facturier, en fait, tout simplement. Et après, en 2015, l'IA qui est apparue, donc là ça a remis une dernière strate, et donc aujourd'hui on arrive avec des organisations qui en fait ont des strates dans tous les sens, et l'assistante qui faisait son devis avant sur papier carbone, maintenant doit le faire sur des outils que la personne ne maîtrise pas forcément parfaitement bien, donc c'est ça la complexité organisationnelle. Frédéric Joly, partage une seconde. Je vous laisse rebondir, je vous sentais happé par le sujet. J'ai écouté, je trouve ça très intéressant. Merci. Et donc, concrètement, la complexité organisationnelle, si je dois un peu récapituler, c'est le fait de changer les pratiques au sein des organisations, mais également ces pratiques peuvent générer des processus qui sont souvent fastidieux pour les collaborateurs. Aujourd'hui, l'innovation, c'est un peu l'ADN de certaines organisations, sous peine de disparaître. Comment doit-on innover sans renforcer la complexité au sein des organisations? Oui, Clémence. Alors, pour innover sans rendre encore plus complexe, déjà, on va se poser la question, est-ce que l'innovation est utile vraiment ou est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de faire? Ça sert à rien de se dire, ok, on a une super idée, on a une innovation de dingue, mais en fait, on va garder l'existant. Non, avant d'ajouter quelque chose, on va se poser la question si on ne peut pas modifier l'existant. Ensuite, quand j'accompagne les entreprises, je vois souvent que ces grandes idées d'innovation viennent d'en haut. Alors, voilà, la première hiérarchique, mais en fait c'est hyper important de se dire qu'il y a ceux qui vont penser, mais ceux qui vont l'utiliser au quotidien. Et généralement, la personne qui pense la solution ne va pas l'utiliser au quotidien. Donc en fait, quand je bosse dans des entreprises, quand j'interviens au sein des entreprises, je vais toujours vérifier que l'idée des dirigeants en fait correspond réellement à la réalité terrain. Donc je vais absolument prendre en compte la vie en fait de la personne qui va utiliser ça. Donc du coup, pour avoir une innovation qui fonctionne, on va déjà voir réellement les besoins, comment les personnes vont faire au quotidien avant cette innovation, et ensuite on va l'accompagner. Alors il y a différents outils. Quand on est vraiment dans l'innovation pure et dure, on va utiliser des POC, des Proof of Concept. Donc là, en fait, ça va être un accompagnement, ça va être du test, du test en fait, tout simplement. On ne va pas apporter la solution, par exemple, là je bossais pour un système d'assurance, on ne va pas apporter la solution sur l'ensemble du territoire national, mais on va plutôt apporter la solution, la développer sur des petites caisses régionales pour vérifier la cohérence et l'adéquation et voir si ça fonctionne oui ou non.
Et après, on va faire en fait un go ou no go, voir si oui ou non on développe et on passe à l'échelle, ou si au contraire on la laisse en fait en se disant bon bah tant pis, ça sera peut-être pour plus tard. Donc en fait, quand on fait une innovation, toujours vérifier s'il n'y a pas une autre manière de faire pour pas complexifier au maximum et qu'en fait on perde les salariés, pour rejoindre la question de l'engagement tout à l'heure. Bien, merci. Justement, pour retourner sur le thème de l'engagement et du désengagement, en quoi la complexité des organisations peut-elle générer du désengagement? Alors, quand on apporte une solution et qu'elle est encore plus complexe, quand la solution qu'on apporte demande plus d'efforts, je rejoins tout à l'heure par rapport à ce que vous disiez, Jean-François et Stéphanie, sur le désengagement, sur la clarté, sur tout ça, sur la transparence. Si on amène l'innovation sans expliquer pourquoi on l'amène, quelles sont les raisons de ce changement, les personnes qui vont l'utiliser, on va complètement les désengager. Donc en fait, quand on apporte quelque chose, il y a vraiment une notion d'acculturation, d'explication, en fait, pour vraiment qu'ils aient la vision globale à 360 degrés de pourquoi on amène cette nouvelle chose, pourquoi on complexifie un petit peu, mais en fait, il ne faut pas l'apporter en mode on va complexifier, non justement, on apporte cette innovation pour vous simplifier les choses et pour que ça aille plus vite. Alors c'est pour ça que l'étape d'avant de vérifier la cohérence, si l'innovation est pertinente et vraiment simplifiée, est hyper importante, parce qu'en fait dans le concret on se rend compte que souvent ce qu'on propose, et bien finalement ça complexifie et on perd les salariés parce qu'ils se désengagent parce que c'est encore plus compliqué. J'ai vu une solution alors c'est pas moi, j'ai pas bossé dessus directement, mais de relevé d'heures où en fait avant c'était des salariés qui remplissaient les horaires qu'ils faisaient sur un tableau Excel, et en fait on a complexifié les choses en faisant des logiciels, etc., mais qui en fait ne sont pas bons, ne fournissent pas les bons horaires. Donc les salariés doivent faire toujours garder leur solution Excel, en plus remplir le logiciel et en plus le modifier après à base de bidouille parce que les horaires ne correspondent pas. Et là en fait on perd totalement le salarié qui passe beaucoup trop de temps à remplir quelque chose qui en fait est juste une fonction support. Pardon. Merci Clémence. Et je te rejoins sur le fait que tu disais quand on amène une innovation, on doit faire de l'acculturation, on doit expliquer, etc. J'irais même un cran plus loin en disant on doit dialoguer. C'est-à-dire que je ne dois pas arriver en disant les gars, je vous monte la tête, je vous cours le mot, allez-y, il faut prendre cette innovation. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je dois dialoguer pour comprendre pourquoi cette innovation, elle va vous servir, quels sont les freins auxquels vous êtes confrontés, qu'est-ce qui fait que là, comme ça, en première instance, vous n'avez pas envie d'adopter cette innovation. Et en fait, c'est ce dialogue-là qui doit se faire par le biais de la ligne managériale, qui à ce moment-là doit être absolument en posture de manager coach ou en posture basse, c'est-à-dire vraiment dans l'écoute active, la reformulation, le questionnement, etc. C'est ça qui va faire l'adoption ou non. On parlait de complexité des organisations et de comment je rajoute des couches dans le millefeuille en fait, au point que c'en est indigeste parce que je me retrouve à remplir 3 outils sans savoir à quoi ça sert. On a un client il n'y a pas très longtemps qui ne parlait plus de risques psychosociaux, mais qui parlait de risques psycho-organisationnels. Je veux dire, on en est loin quand on est là. Je voulais juste apporter un exemple. Là, en termes d'innovation, on est en train de déployer, c'est tout frais, hein, donc je n'ai pas encore de recul sur la question. On est en train de déployer en fait une application au sein de l'entreprise. Jusqu'à présent, les conducteurs, en fait, il y a 170 conducteurs pour vous résumer. Le planning, il était affiché. Donc c'était du papier, c'était un affichage, et on pouvait aussi envoyer des mails quand il pouvait y avoir des changements de dernière minute. Là, on a décidé donc de passer à une application. Donc de doter l'intégralité des conducteurs de smartphones, à savoir que la moyenne d'âge c'est 49 ans. Donc on a des très jeunes comme on a des personnes de 60 ans et plus. Donc ils sont un peu plus rétifs à l'outil. Et pour qui c'était dans leur tête, c'était une montagne à gravir. Hein. Vraiment, je n'exagère pas. Quand on a décidé de la mise en place de l'outil, il faut savoir que c'était une demande à la base de la base, en tout premier lieu. Donc demande de la base, donc on a réfléchi,
On s'est dit, bah tiens, il y a tel outil qui existe, tel outil. On va plutôt aller sur celui-ci parce que donc au-delà du fait qu'il puisse permettre aux gens d'avoir un affichage de leur planning, ça permet aussi de faire des demandes de congés payés, ça permet aussi de suivre les demandes d'absence, ça permet d'afficher les notes d'infos, etc. Parce que tout ça, jusqu'à présent, c'était sur papier. C'était vraiment sur papier. Et donc on choisit, enfin la direction choisit l'outil. Et pour le déploiement, pour expliquer et pour déployer, comment on a décidé de faire? Et ben en fait, on s'est dit, on va prendre des conducteurs référents. Voilà. Donc eux vont tester l'outil pendant 2 semaines et nous faire un retour des bons points comme des mauvais points. Le bon point, c'est que oui, c'est très interactif, c'est lisible, il y a des pop-up, quand il y a un changement, en fait, ils valident directement, donc ça veut dire qu'ils ont pris en compte le changement, etc. etc. Les points négatifs, c'est en fait, on souhaiterait avoir plus de jours d'affichés sur l'outil, enfin voilà, bon point, mauvais point. Une fois qu'on a fait donc les 6-7 conducteurs référents testants, donc on fait un point avec leurs managers différents là-dessus, donc on a refait une petite réunion de travail, on a décidé des ajustements à y apporter, on a fait le feedback aux référents, ils ont retesté la version B2, qui pour le coup a recueilli l'unanimité, et derrière c'est comment retranscrire aux 162 autres personnes restantes. Et en fait, on s'est dit que on va partir avec les conducteurs référents, justement, puisque c'est leur quotidien. Donc, on s'est dit, on va demander à ces référents de présenter l'outil pour pouvoir répondre au mieux aux questions de leurs collègues. Donc, là, en ce moment, on a organisé des petites sessions de 45 minutes avec 4-5 conducteurs à chaque fois, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient trop nombreux, surtout que le niveau d'avancement, encore une fois, par rapport au smartphone n'est pas le même de tous. Donc tout petit groupe, avec un référent, bon réellement, il a testé, il a approuvé. Donc en termes de présentation, déjà quelqu'un qui teste et qui approuve, c'est hyper important. Voilà, parce que derrière, désolé, mais pour le vendre, quand on est satisfait du produit, on le vend beaucoup mieux aux autres, quoi. Et il y a la question de la légitimité aussi, parce que voilà, c'est quelqu'un qui fait le job, le même job que celui que la personne d'en face. Donc en fait, il a tout intérêt, si lui-même approuve, d'apporter toutes les réponses et de vendre au mieux. Et voilà, nous on s'est donné jusqu'à la rentrée de septembre pour voir si tout est bien huilé. Et puis, au fur et à mesure, retirer le papier, quoi. Voilà. Mais on ne va pas retirer le papier dès maintenant. Voilà, on garde encore le papier, encore quelques mois, pour avoir le recul nécessaire et voir si tout fonctionne bien. Et donc le fait d'avoir complexifié un peu ce que vous venez d'expliquer, est-ce que ça ne reflète pas un manque de confiance envers les salariés et un besoin de contrôle de l'organisation? Là, pour le coup, pas du tout, parce que comme je le disais, ça vient de la base. En fait, c'est une demande qui vient de la base. Il faut aussi savoir évoluer avec son temps. Donc c'est vrai que rester au papier, c'est... Quand tu restes au papier, là aujourd'hui, on veut que l'information, elle soit rapide. Je demande un truc, on est tous comme ça, pardon, mais moi la première, on est tous comme ça, je pose une question, je vais avoir une réponse. Et je ne veux pas attendre en fait le 48 heures, 72 heures, le temps que mon petit document il passe entre les mains d'un tel. Donc déjà en termes de traitement, c'est plus simple, c'est plus rapide. Et vu que c'est une demande de la base, là pour la peine, nous on n'a pas eu, jusqu'à présent, de levée de bouclier ou de sentiment je suis rétif au truc parce que j'ai pas demandé et qu'est-ce qu'on vient m'imposer encore. Ce qui n'est pas forcément le cas partout. Et je pense qu'on est plutôt une exception que la règle. On peut ajouter aussi peut-être qu'on est dans un monde qui est en complète et perpétuelle évolution et qu'en fait si on ne s'adapte pas, on meurt. Un jour il y a des gens qui fabriquaient des télés noir et blanc. S'ils continuent à faire des télés noir et blanc en disant non en fait on va pas complexifier, ça sert à rien. On en est au téléplasma. C'est évident qu'en fait ils sont sortis du jeu et vraiment la complexité elle est aussi la réponse par laquelle on est toujours dans le jeu et on continue à être au cœur de l'évolution parce que sinon on est sorti en fait, on est aussi dans ce monde là quoi. Donc, et je te rejoins,
En fait, le truc, c'est celui qui fait, c'est. On ne peut pas amener une nouvelle organisation, penser en chambre dans un bureau au 38e étage d'une tour, et en se disant qu'en fait, c'est nous qui allons décider de la taille du boulon que vissera le mec dans l'atelier, en fait. Parce que c'est celui qui a les boulons dans la main qui sait si a priori c'est du 6 ou du 8, quoi. Et en fait, ça vaut être écrit 8 sur le plan, en fait. Hein. Il a bien compris qu'en fait, s'il mettait pas du 6, ça rentrait pas, quoi. Donc, il faut avoir ce truc-là en tête, et c'est en ça que je trouve que ce que tu racontes sur à la fois les ambassadeurs testeurs, des référents, etc., ça questionne la notion de la légitimité. Celui qui fait, c'est, et le pair à pair, ça marche 1000 fois mieux. En France, il suffit qu'un chef dise un truc pour qu'a priori on soit plutôt pas d'accord. C'est le chef, donc pourquoi je serais d'accord avec lui? Donc vraiment, la notion de pair à pair, en ça, c'est vraiment hyper intéressant. Ce qui est intéressant dans ton exemple, Khadija, c'est que en fait, tu as créé de la proximité avec les salariés en proposant des petits groupes, et tu leur as donné la parole, quoi. Donc la possibilité de s'exprimer. Là, on remarque bien qu'il y a la question de la conception basée sur l'usage qui revient, et également la conduite du changement qui a conduit à bien asseoir l'innovation au sein de l'entreprise de Khadija. On ne peut pas parler d'innovation aujourd'hui sans parler de l'IA. Comment introduire l'IA au sein d'une organisation, accompagner la conduite du changement sans frustrer ou braquer les salariés? Et du coup, je me tourne vers Clémence sur cette question. Clémence ou Frédéric Joly qui également traite de l'IA au sein de l'Observatoire des métiers. Oui. Je pense. Ok. Du coup, l'IA, en fait, c'est révolutionnaire sur plein de points, mais ça participe aussi à la complexification des organisations de nouveau, parce que, comme je disais tout à l'heure, ça rajoute encore une couche supplémentaire. Et en fait, parfois, on va se dire, bon, ok, l'IA, c'est top, ça fait des choses à notre place, non, faut pas le voir comme ça déjà, il faut voir comme une aide, comme quelque chose de plus. Quand on regarde les organisations dans la manière dont elles utilisent l'IA, on va voir qu'il y a des nouveaux outils qui sont apparus ou des outils qui ont été adaptés. Je pense notamment au chatbot. Quand vous allez sur des sites internet, vous avez un souci, vous avez un chatbot qui vous répond. Et en fait, c'est quelque chose en plus parce que généralement le chatbot est programmé pour des questions relativement simples où il peut répondre oui, non. Mais en fait, quand vous avez un souci, c'est que vous avez vraiment besoin d'un humain, généralement, parce que vous ne pouvez pas vous débrouiller seul. Et ça, le chatbot n'en est pas capable. Donc en fait, vous allez batailler avec le chatbot pendant 15-20 minutes, vous allez vous arracher les cheveux. Et au final, ça va être un humain qui va devoir repasser derrière. Donc vous, en tant que client, vous avez perdu une demi-heure à essayer de résoudre le problème et ça n'a pas fonctionné. Et derrière, au sein de l'entreprise, quelqu'un va devoir repasser derrière le chatbot pour répondre, prendre contact avec vous et résoudre enfin le problème. Parce que là, il y a besoin d'un cerveau humain et pas juste d'une IA. Et donc en fait, on a rendu la chose un peu plus compliquée. Avant, on appelait le service client qui nous répondait et en 2 secondes, le problème était réglé. Alors que maintenant, même quand on appelle le service client, on va tomber déjà sur une IA qui va nous dire tapez A, tapez B ou je ne sais quoi. Et en fait, vous allez perdre aussi 10 minutes avant de tomber sur un humain et encore quand c'est possible. Et en fait, ça rajoute encore une complexité pour les clients, les utilisateurs, enfin les usagers, mais aussi en termes d'organisation au sein des entreprises, où les salariés ils vont devoir gérer de nouvelles choses. Une personne qui était au service client avant répondait par mail, par téléphone ou par courrier. Maintenant, elle va devoir gérer l'IA, et parfois, ce sont des personnes qui, déjà, tu parlais de la moyenne d'âge des Pierre Dunois qui est de 49 ans. Généralement, ce n'est pas des personnes qui ont 30 ans, 35 ans et qui sont nées digital natives et qui connaissent ça par cœur. Ça peut être des personnes qui ont 55, 60 ans proches de la retraite et qui ne connaissent pas ça. Donc en fait, il y a une adaptation à avoir et qui parfois, de nouveau, entraîne en fait de nombreuses peurs et du désengagement. Et donc en fait, l'IA, si elle est mal amenée, mal expliquée et surtout si la personne qui l'utilise est mal formée, ça crée une complexité qui va perdre les salariés, mais aussi les utilisateurs qui vont peut-être changer de fournisseur d'entreprise parce que celle-ci, le service client n'est pas bon ou la solution qu'on attendait ne fonctionne pas. Ouais, je vais compléter. Alors, moi j'ai travaillé sur ce sujet-là, ça fait 3-4 ans maintenant qu'on essaie de produire des éléments de connaissance dans notre secteur d'activité. Il y a beaucoup de fantasmes. En fait, avec l'arrivée de ChatGPT, c'est vraiment un game changer en fait, sur la manière de voir l'IA. Parce que là, on a l'IA générative qu'on prompte en langage naturel. Donc ça change quand même carrément la donne.
On sait que l'IA, c'est plus ancien que ça, on l'utilise en fait depuis de nombreuses années, souvent dans des applicatifs professionnels sans le savoir, pour les ERP pour les comptables, ça peut être les chatbots, je pense à Siri, par exemple, sur iPhone, qui est là depuis 2015. Mais c'est vrai qu'il y a une accélération du temps et du déploiement de la technologie. Je vais vous parler un petit peu de comment ça s'est déployé chez nous, dans les grandes entreprises de mon secteur. Alors je pense notamment à G2R La Mondiale, mais également à Malakoff Mélis, qui est présent ici. Également au sein de mon entreprise, la Fédération Agir-Carco. La première chose qui a été faite, c'était de prendre le temps. C'est-à-dire que vous avez une espèce d'urgence autour de l'IA, il faut vite mettre de l'IA partout, il faut automatiser, il faut passer à l'échelle. Et on se rend compte que les entreprises qui ont fait ça, ils n'ont pas eu un retour sur investissement très intéressant. Donc les entreprises chez nous, elles ont déjà pris le temps déjà d'identifier s'il y avait des usages de l'IA, Shadow IT en fait, au sein de l'entreprise, les collaborateurs utilisaient de l'IA sur leur smartphone, etc. Pour voir déjà qu'est-ce qui était fait. On ressent ce qui est fait et on ressent ce qui est possible de faire. C'est-à-dire que, encore une fois, on embarque les collaborateurs, vous dans votre métier, avec vos conditions de travail, qu'est-ce qui serait intéressant avec l'IA d'utiliser. On sait que l'IA, ça permet deux choses, pour faire simple. On peut automatiser, donc il y a un côté un peu de substitution, alors ça peut automatiser des tâches qui ne sont pas très intéressantes, qui sont répétitives, et ça permet d'amener de la complémentarité. Donc c'est intéressant de regarder un petit peu les deux, de commencer par avoir un panorama sur ces questions-là. Une fois qu'on a identifié les usages, c'est de se dire on part sur du bac à sable, test and learn. On essaie sur des sujets de regarder un petit peu avec des équipes qu'on embarque pour voir un petit peu ce que ça donne. On n'est pas du tout encore sur des questions de passage à l'échelle, on essaie de regarder ce que ça fait, etc., de documenter un maximum. Ça c'est le côté terrain. Dans ce cas-là, côté direction, il y a des enjeux autour en fait, de la gouvernance. Il faut définir comment on utilise l'IA, comment on se positionne en termes de déontologie, en termes d'éthique professionnelle, en termes juridiques également. Il y a des sujets autour du RGPD, il y a des sujets autour de la propriété intellectuelle des données, il y a des sujets au niveau de la sécurité informatique. Donc il faut organiser aussi cette gouvernance-là, travailler autour de chartes d'éthique pour embarquer tout le monde, pour être clair, encore une fois transparent en fait, sur les usages de l'IA. Bon, il y a un sujet qui est un sujet pas techno, mais qui est un sujet de travail sur la data. C'est-à-dire que pour l'instant, la documentation, les données, les chiffres, les textes, etc., sont éparses dans les entreprises. Elles sont sur des SharePoint souvent, mais c'est complètement éparse et souvent ce n'est pas suffisamment étiqueté pour pouvoir avoir un bon usage avec de l'IA. Donc il y a aussi un travail de back-office en fait sur la requalification des données pour pouvoir les utiliser en propre. Une fois qu'on a fait tout ce travail-là, on passe effectivement sur du passage à l'échelle. Passage à l'échelle uniquement si on a du ROI, c'est-à-dire qu'on a un retour sur investissement qui est intéressant. Chez nous, ce qu'on dit, c'est que si on le fait bien, c'est pas la peine de mettre de l'IA. Si nos conseillers clients répondent bien aux clients, pas la peine de mettre l'IA. Ah, on voit qu'ils ont du mal à écrire un petit peu pour des mails, on peut les aider avec de l'IA en disant ça va venir corriger les fautes d'orthographe, ça va venir reformuler un petit peu pour être un petit peu propre. Là, c'est un usage intéressant. Mais c'est vraiment la philosophie qu'on va retrouver là, dans les trois exemples que je vous ai donnés, c'est de se dire le passage à l'échelle n'est là que lorsque c'est intéressant et qu'on ne sait pas bien le faire. Donc il n'y a pas un enjeu de tout automatiser, c'est vraiment de la complémentarité. Donc à partir de là, comment on fait pour le déploiement chez toi, ambassadeur. On a vu, il y a du Shadow IT au départ, il y a des gens qui ont déjà une appétence, ceux-là il faut les mettre en avant. C'est eux qui vont venir aider les collègues, rien de mieux qu'un collègue pour parler à un collègue, ça on a dit là-dessus. Donc chez nous on a déployé des RAG, c'est des portails en fait d'IA générative propriétaires, donc qui sont connectés uniquement sur nos données et qui fonctionnent en propre avec les mêmes LLM que vous avez en fait dans le commerce. Je vais dire ça comme ça. Donc il y a vraiment ces enjeux-là autour de l'IA, si vous voulez déployer, prendre vraiment le temps, regarder, comprendre les usages, faire de la gouvernance, vraiment écrire ce qu'on fait avant d'avoir du déploiement. Il faut être très progressif dans la manière de faire, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout, donc il ne faut pas aller trop vite là-dessus, et puis il faut savoir aussi qu'est-ce qui nous anime, quelle est notre éthique, quelle est notre philosophie en tant qu'entreprise, et ça c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et justement, est-ce que tu considères que l'IA est un allié ou un risque pour l'engagement? Alors en fait c'est une technologie, donc en fait c'est comment on s'en sert. Alors c'est une technologie qui embarque de l'idéologie, c'est pas neutre, il y a des algorithmes sont faits par des humains, c'est plutôt des Américains, on développe les Américains. Non mais c'est vrai, il y a des biais, il y a des tropismes, on l'a vu, l'IA elle est sexiste, il y a des études qui le montrent, donc c'est une technologie mais qui n'est pas neutre. Bon.
disais. Après, c'est la manière dont on s'en sert dans les plans. Donc, ce que je disais, c'est dans les avantages pour l'engagement, c'est que ça peut éliminer certains irritants au niveau du travail. Tu le disais, tu as des conducteurs qui sont en mobilité, s'ils n'ont pas l'info sur leur smartphone, c'est pas terrible. On est tous, en fait, clients de nos entreprises dans notre vie tous les jours, tu le disais. On est habitué à avoir des services à la Netflix, à la Amazon, ça va vite, etc. C'est sans couture, on est reconnu, connu, et ben, l'entreprise, elle doit aussi déployer ce type de dispositif. Donc, en fait, ça a quand même cet avantage-là. La diminution des tâches répétitives, les tâches un peu bullshit, ça peut être un avantage, je dis ça peut, parce qu'on va revenir sur le côté négatif. Ça permet de développer de nouvelles compétences. Ouais, ça permet de faire des trucs qu'on ne faisait pas. Qui sait vous avez fait des affiches, vous avez fait plein de choses. Cette culture graphique qui était laissée avant aux infographistes et aux communicants, l'IA, ça permet de toucher ce type d'activité que l'on n'avait pas avant. Donc en fait, ça élargit en fait, le spectre de compétences, ça permet de faire d'autres choses, ça permet d'hybrider. Donc ça, c'est assez intéressant, je trouve. Et puis, pour un employeur, la mine de rien, de dire oui, nous, on est plutôt IA-friendly, mais c'est encadré, etc. Et on s'inscrit dans le cadre du règlement sur l'intelligence artificielle de l'Union européenne, parce que ça va vraiment structurer nos pratiques et nos usages. Oui, c'est un plus. C'est un plus, c'est comme quand vous dites, oui, bon, il y a du télétravail chez moi. Oui, on peut aller sur Internet au boulot. Dans les années 2000, c'était ça. Donc il y a cet enjeu-là. Maintenant, le côté obscur de la force, il y a toujours cette question de réduction d'activité. Ok, l'IA se substitue sur certaines tâches, mais dans quelle mesure? Est-ce qu'il n'y a pas de la destruction d'emploi qui est possible? Ça dépend encore une fois de comment vous déployez. Ça dépend effectivement de la philosophie de déploiement de l'IA. Donc il y a ça, il y a aussi la peur du contrôle et de la surveillance. En fait, toutes vos données, même votre manière de travailler, ça peut être tracé. On peut regarder ce que vous faites, on peut faire du scoring, on peut faire un certain nombre de choses qui aussi peuvent être un aspect très négatif de l'IA. Donc ça aussi, ça c'est des choses dont il faut discuter en entreprise. C'est important. On l'a dit, PS, PO, risque psycho-organisationnel. Bah ouais, en fait, si on diminue les tâches simples un peu répétitives, on n'est que sur du complexe. Si on n'est que sur du complexe, on a une surcharge cognitive, il y a une fatigue mentale qui est plus forte, il n'y a pas des moments où on peut un peu se mettre en mode routine et laisser aller. L'instantanéité de l'IA vous empêche le temps de la réflexion. Nous, on est des humains, on n'est pas des robots, donc il faut un temps de digestion. En fait, on construit justement dans les temps un petit peu latents notre réflexion, et l'IA empêche ça. Ça va vous répondre directement. Donc c'est quand même quelque chose qui peut effectivement nuire à la productivité, à l'engagement. Et bien évidemment, pour moi, le sujet numéro 1, c'est le risque sur l'engagement, c'est de ne pas engager les collaborateurs au départ sur le déploiement de cette technologie. En fait, on est tous au même niveau, que ce soit le DSI ou le collaborateur. On a tous eu dans les mains très rapidement ces IAG, et donc en fait, je pense que ça doit se co-construire ensemble. Donc, c'est bien, c'est mal, c'est intéressant, comme on kilo. L'IA, oui, mais au service du travail, c'est ça, c'est pas l'IA comme finalité, l'IA c'est un outil, donc au service du travail. Il faut absolument impliquer les salariés, les accompagner aussi. Il y a des leviers de formation, alors ça peut être de la micro-formation, ça peut être de la formation entre pairs, ça peut être de la formation, ça peut être de la culturation. C'est indispensable. Et puis, bien évidemment, il y a un personnage qui est clé, c'est le manager, parce qu'effectivement, c'est lui qui va aider là-dessus à déployer l'IA dans le métier, dans les métiers. Merci Frédéric. Et donc on voit qu'il y a des tendances de fond qui émergent sur les métiers, qu'on voit un peu comment les métiers se redéfinissent face à l'IA. Mais vous avez parlé du rôle du manager. Aujourd'hui, quelle est la posture du manager qui serait adaptée à accompagner cette innovation au sein des organisations tout en motivant les salariés? Frédéric, je vous laisse suivre. Allez, le manager il fait quoi? Il organise le travail, il dit toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça, dans un temps donné, il fixe les objectifs, etc. Ça on sait. Le manager depuis quelques années, il a un peu plus la main aussi sur le développement des compétences de ses équipes. Avant c'était plutôt laissé à la RH, maintenant c'est une co-construction, etc. Donc il doit gérer le portefeuille de compétences, identifier les besoins de compétences de ses collaborateurs pour les faire évoluer dans le poste ou ailleurs. C'est toujours un peu compliqué, mais c'est toujours bien. C'est lui qui va donner du sens, qui va traduire la direction prise par les directions
pour l'intégrer dans le métier et qu'effectivement ça fasse un consensus et qu'il explique pourquoi. On peut être d'accord ou pas d'accord, il faut pouvoir expliquer pourquoi. Ça c'est la posture du manager aujourd'hui. La posture du manager demain, elle ressemble. On garde ses fondamentaux. Il y a, à mon sens, un enjeu sur le management de la diversité. Alors la diversité des âges, diversité des parcours, des personnes. On est quand même dans des tendances démographiques où on a des coexistences de générations qui n'ont pas forcément les mêmes attentes. Donc il y a un travail effectivement de manager différent de manière équitable qui est un enjeu. Il y a un enjeu aussi dans le management quand j'étais de la diversité, c'est la diversité, ceux qui sont sur site, ceux qui sont à distance. Il y a cet enjeu-là aussi de presque d'ubiquité là-dessus. On a parlé, Jean-François, c'est l'autonomie. C'est le manager, il doit pouvoir offrir un cadre utile, nécessaire pour le développement de l'autonomie des collaborateurs. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui peut renforcer l'engagement. Donc il faut repenser un petit peu aussi nos organisations. C'est quoi les zones de responsabilité des uns et des autres? C'est quoi les zones d'autonomie? Autonomie et responsabilité, c'est la face de la même pièce. C'est les deux faces de la même pièce. Donc ça, c'est un enjeu. Et bien évidemment, mais ça, c'est depuis toujours, c'est accompagner le changement. C'est que le manager, il est là aussi pour accompagner le changement des collaborateurs et son propre changement. Et ça, c'est aussi un enjeu effectivement d'évolution. Je sens que vous avez des trucs à dire. Tu parlais du temps tout à l'heure, merci Frédéric, mais du temps que l'IA ne nous laissait pas, entre guillemets, mais moi je pense qu'au contraire, les managers doivent laisser le temps à leurs équipes d'intégrer tous ces changements et prendre aussi le temps de les écouter. Donc la notion de temps est aussi importante. Tu dis un truc fondamental, c'est je dois accompagner le changement de l'organisation, des process, etc. auprès de mon équipe. Et je dois aussi re-questionner ma propre évolution en tant que manager. Pour moi, le manager de demain, il est forcément dans un rôle très différent parce que notre rapport à l'objet de travail a changé en fait. On a connu des générations avant nous qui avaient une dévotion au travail qui était ultime. Plus ça vient et finalement la crise Covid dans ça a pas mal changé la donne en fait. Les gens sont en quête d'épanouissement personnel, ils veulent finir plus tôt, ils veulent avoir du temps à passer avec leur famille, leurs enfants, etc. Ils ont re-questionné le vrai sens de la vie en fait. Du coup, l'objet de travail, ça devient davantage un moyen qu'une fin en soi. Et en ça, on entend pas mal de trucs sur cette fameuse génération qui arrive au travail, on comprend pas comment les manager. En fait, déjà, soyons cohérents. Enfin, je veux dire, on leur a intimé de prendre soin d'eux, et donc à un moment, forcément, qu'ils donnent au travail aussi ce qu'on leur a mis dans la tête depuis qu'on les a éduqués et élevés. Et vraiment, le rapport du manager à son équipe, il est en train de changer. Avant, on était sur des managers qui disaient « fais ci, fais ça ». Aujourd'hui, c'est « comment je peux, moi, manager, t'aider à bien faire ton travail ?» Et on arrive dans des postures davantage de servant leader que de chef plein de charisme et de leadership qui arriverait pour donner des ordres, je sais pas quoi. Enfin, la directivité est en train de mourir, quoi. Pour moi, c'est ça aussi que ça raconte, en fait. Clémence, partagez-vous cette vision ou des points à rajouter sur la posture de manager? Moi, je suis entièrement d'accord où effectivement les managers vont devoir de toute façon s'adapter à une nouvelle génération et qu'avec toutes ces nouveautés, mais c'est aussi hyper intéressant parce que ça ouvre totalement les champs du possible et en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, on ne sait pas de quoi demain va être fait et en fait c'est génial aussi. Parfait. Et donc là, on a beaucoup parlé de théorie, mais en termes de pratique, quel type d'organisation réussie pouvez-vous nous présenter en guise d'exemple pour éclairer étayer un peu tous ces propos? Khadija, tu parlais j'amène un outil, je le fais tester par 7 conducteurs et on va décliner auprès de 160 et tu disais on en est encore à la phase où je ne sais pas ce que ça va donner. Moi j'ai eu la chance de travailler sur le projet de renouvellement de l'outil de contrôle des contrôleurs à bord des trains chez SNCF avec une cible de 12 000 utilisateurs et en fait on a fabriqué l'engagement en étant simple, transparent, accessible, hyper humain sur l'ensemble de la conduite du projet
On a recruté pas loin de 1200 ambassadeurs qui sont allés prêcher la bonne parole et on a co-construit l'outil. On parlait du design par l'usage. La règle, c'était pas une ligne de code sur cet outil qui ne soit pas au service de l'utilisateur. C'était ça le métrique et c'était ça le mantra sur ce projet. Et en fait, ça a créé un engagement qui nous a dépassé. Ce projet a 10 ans. Je partageais avec mon ancienne chef, moi j'étais responsable change et la directrice du programme, on partageait en fait un peu avec nostalgie le fait qu'on a fêté cette semaine les 10 ans du projet. Et en fait, je lui expliquais que les ambassadeurs Cosmo, le projet s'appelait Cosmo, le logo c'était une petite fusée et en fait notre communauté c'était les cosmonautes. Et en fait, il y a toujours des cosmonautes qui se réunissent 10 ans après. Ils vont au resto, ils se retrouvent entre ambassadeurs et en fait ils se baladent avec un kakémono, avec un cosmonaute en tenue de soirée. Kakémono qui nous ont piqué au sortir d'une fête qu'on avait faite pour fêter la lancée du programme. En fait. Et je me dis, ça si c'est pas un bel exemple d'engagement durable en fait, qu'on a construit sur la base des échanges humains, on est là pour vous comprendre, on est à votre service, de quoi vous avez besoin, comment on peut vous aider. Et en fait, une fois qu'on a finalement montré patte blanche et que les gens sentent qu'ils ont vraiment été écoutés, vraiment entendus, j'assure que la confiance qu'ils vous accordent, en fait, vous les emmenez au bout du monde. Moi, j'ai emmené des utilisateurs en Corée du Sud, pour aller en fait à la rencontre des fournisseurs qui fabriquaient l'imprimante, le TPE et l'espèce de smartphone. Donc on est allé avec des utilisateurs en Corée pour aller les rencontrer. Pour ça, on a fait une sélection naturelle des utilisateurs qu'on allait emmener. On leur a demandé de nous envoyer des films auto-réalisés, durés 3 minutes max, pour nous dire pourquoi ils étaient les bons ambassadeurs. Je vous jure que je n'ai jamais vécu des moments de vie professionnelle aussi enflammés que quand on a fait le visionnage de ces films, où en fait ils avaient fait des effets spéciaux à la Star Wars, etc. Enfin, je veux dire, l'engagement était complètement dingue et finalement quand vous laissez une marge d'autonomie, quand vous faites confiance, vous vous rendez compte qu'en fait les gens ont des talents mais insoupçonnés. J'avais des contrôleurs dans des trains qui ont fait des films, franchement, ils pourraient être en lice du festival des courts-métrages de Deauville ou de je sais pas où. Enfin, c'était juste, c'était invraisemblable. Donc, l'engagement, il fabrique ça aussi en fait. Il fabrique de magnifiques surprises et des occasions de vivre des trucs qu'on n'aurait jamais imaginé vivre en fait. Des rebondissements. Tout ça rejoint un peu la qualité de vie au travail. C'est vraiment un levier à activer aujourd'hui. C'est un effet de mode que les entreprises s'accaparent pour favoriser l'engagement des salariés. Khadija. La question sur la QVT. Oui, c'est ça. La QVT. Non, ce n'est pas un effet de mode. Hein. Enfin... Non, c'est vrai qu'on en entend parler de plus en plus, voilà. Mais à mon sens, ça devient quelque chose de totalement essentiel aujourd'hui dans toutes les entreprises. Il n'y a pas une entreprise qui ne parle pas comme de la RSE, de la QVT. Pour moi, c'est quelque chose qui est totalement ancré maintenant. Mais au-delà du truc, bullshit, de la corbeille de fruits qu'on met à disposition des salariés, en fait, c'est à penser au global. Il ne faut pas que ce soit des petites actions en one-shot par-ci par-là, parce que sinon ça n'a aucun sens, et puis peut-être que ça fera des petits effets boost, mais ça va retomber tout aussi vite derrière. Donc c'est pas l'objet d'une QVT aujourd'hui, il faut que ça infuse, il faut que ça se construise sur le temps. Et donc pour ça, oui, il faut avoir des idées, parce qu'il faut se renouveler. Nous, on a commencé à travailler sur le sujet il y a, je sais plus... c'est pas forcément très vieux, il y a 4-5 ans, je dirais. Pourquoi ? Parce que, toujours, au sortir du Covid, il fallait réengager, réimpliquer les gens, parce que quand bien même nous, on a continué à travailler, parce qu'on est considérés comme des métiers utiles, je le redis, on a continué à travailler, mais
Les administratifs, par exemple, se sont retrouvés pour la plupart soit en télétravail, soit en chômage partiel. Donc il a fallu vraiment, déjà de 1, garder le contact, puis de 2, une fois que vraiment toutes les mesures de confinement se sont levées peu à peu, il a fallu réintégrer les gens dans l'entreprise. Et il a fallu, il y avait des gens qui ne s'étaient pas vus depuis 3 mois, réinstaurer déjà du dialogue, des petits moments conviviaux, vraiment 3 fois rien, hein. Mais donc ça a commencé par la mise en place, une fois par mois, de petits-déj. Mais pas genre je mets un petit-déj et puis je laisse les gens prendre ce qu'ils veulent et puis ils retournent à leur bureau. Non, non, c'est être présent au petit-déj, rester là pendant une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure, échanger avec les uns, les autres. Donc on pourra dire que c'est du temps non productif, mais non, finalement, parce que ça permet réellement, ça a permis de remettre des liens qui avaient pu être malheureusement rompus, cassés, atténués. Voilà, donc d'être là pendant la demi-heure, les 3 quarts d'heure, 1 heure, c'est une fois par mois, mais pour nous, et c'est quelque chose qu'on a gardé. Donc depuis 4-5 ans, c'est resté en place. Après, il y a eu à repenser aussi tous les espaces de pause. Voilà. Tous les espaces de pause parce que l'espace de pause n'était pas forcément très adapté. On s'est dit, c'est une plus-value parce que nous, je le disais tout à l'heure, on a des métiers quand même qui sont hyper contraignants, avec des horaires de travail encore une fois hyper décalés, avec des gens qui sont en coupure, c'est-à-dire qu'ils peuvent travailler 3 heures, puis après avoir une coupure pendant 2-3 heures et puis reprendre le travail. Et donc on s'était dit, avec tout ça, on va en profiter, les espaces sont vides, et c'est maintenant pour le faire. Donc du fait, j'ai parlé du voyage tout à l'heure, où on a dû fermer, en fait on s'est réaccaparé tout cet espace-là pour créer une énorme salle de pause avec des espaces très différents, c'est-à-dire un espace sommeil, voilà, pour permettre aux gens soit de dormir, soit tout du moins de se reposer. Un espace un peu plus ludique, on parlait du baby-foot, oui, mais dans un espace un peu plus ludique, on a créé aussi un terrain de pétanque, on a mis en place un espace un peu plus cosy, type coin de lecture, pour ceux qui ont envie d'un peu plus de calme, mais tout en restant réveillés, et évidemment un espace plus grand, avec une machine à café dispo, tout ça pour permettre en fait, encore une fois, aux gens d'avoir des espaces un peu plus dédiés, et d'avoir des temps de repos qui soient de réels temps de repos. Parce qu'il faut savoir travailler, oui, mais il faut savoir aussi se reposer pour pouvoir être derrière un peu plus présent, quoi. Qu'est-ce que je peux rajouter sur la QVT ? En fait, la QVT, c'est chaque année, on réinjecte de nouvelles actions. Là, avec la Coupe du Monde de foot, on va recréer j'ai oublié le terme, mais une fan zone et puis on va créer avec un scorecast en fait, on va laisser aux gens la possibilité de faire des paris sportifs non, mais des pronos. À la fin, celui qui a le... Non, ils n'ont pas misé vraiment. Mais le meilleur pronostiqueur derrière gagnera quelque chose de notre part. Ça crée de l'émulation, parce qu'on l'avait déjà fait pour la Coupe du Monde de rugby. C'est des trucs en fait où les gens ils se réunissent, ils disent alors toi t'as dit quoi, t'as mis quoi, qui va gagner. Ça crée du petit, je le redis, du small talk, mais c'est super important. Là on a mis en place la venue d'un chiropracteur cette année. Voilà, il faut réellement... on reste sur notre base, mais il faut chaque année rajouter de nouvelles choses et surtout en fait à chaque fois les accompagner et participer au projet. Voilà, je le redis, l'histoire de la corbeille de fruits, tu mets une corbeille de fruits, les gens viennent se servir, enfin en soi il n'y a pas forcément d'intérêt à la chose parce qu'il n'y a même pas d'échange, rien autour. Ça me dérange en fait. C'est un sujet parce que vous savez, on dit chaque année la QVT, on a un épisode tous les ans, ça doit être en juin, c'est la semaine de la qualité de vie au travail. Attention, c'est une semaine, mais il y en a 51 autres, d'accord ? Et ça, c'est hyper important. Le 8 mars, c'est la journée de la femme, il y a 364 autres jours, d'accord ? Donc vraiment, je pense qu'il y a ce truc assez majeur, c'est qu'en fait, c'est effectivement pas du one-shot et c'est des trucs qui doivent s'installer dans la durée. Et en fait, je souscris à tout ce que tu proposes, Khadija. Et si on prend un tout petit peu de hauteur, finalement, c'est
La qualité de vie au travail, c'est aussi comment je permets aux gens d'avoir du plaisir au travail. Du plaisir dans ma relation aux autres. Est-ce qu'on va prendre un café debout sous la pluie ou est-ce qu'on va avoir une salle assez sympa pour faire ça parce que on a beau être au travail, on est censé être productif. En fait, ces small talks, en fait, c'est aussi ceux qui vont 9 fois sur 10 permettre de liquider un problème qu'on avait dans l'orga et l'intelligence collective, c'est à la machine à café qu'elle tourne le mieux en fait, hein, ça il n'y a pas de doute. Et au-delà de tout ça, il y a aussi comment je suis sûre que ce que je fais a un sens. Pour moi, le premier levier de la qualité de vie au travail, c'est je suis sûre qu'en fait, ce que je fais est utile, sert à quelque chose. J'ai compris quelle était mon imbrication dans la chaîne, qui va me passer la balle, à qui je dois la passer après, où est la ligne de but et à quel moment on aura marqué en fait. Je parle souvent de cet exemple, je ne sais plus en quelle année, je crois que c'est en 66, mais je ne suis pas sûre. Il y a un balayeur qui est rentré chez lui et qui a dit à ses enfants un dimanche soir on a gagné les 24 heures du Mans. Il travaillait chez Matra, il balayait l'atelier. Il n'a jamais travaillé ni sur un moteur, ni à piloter la voiture, mais il était embarqué. En fait, c'est cette idée, celle de l'engagement et la qualité de vie au travail, c'est j'ai beau être balayeur de l'atelier, quand je rentre chez moi le soir, je fais partie de l'équipe qui a gagné. C'est ça aussi la qualité de vie au travail en fait. Et c'est sans doute plus ça que d'avoir une plante verte dans mon bureau ou un baby-foot en salle de pause. Et par rapport à toutes ces actions que vous avez mises en place ou qui peuvent être mises en place, Elijah, est-ce que ça a marché? Est-ce que les employés sont engagés? Est-ce que ça a marché? En fait, c'est un tout. Je pourrais pas vous dire c'est parce qu'on a mis en place une salle où les gens peuvent dormir que tout de suite derrière il y a eu moins d'accidentologie ou voilà, ça je peux pas le confirmer. Ce que je peux dire en revanche, c'est que le climat social, en tous les cas, pour moi, il est beaucoup plus apaisé. C'est beaucoup plus tranquille parce qu'on disait en fait on échange au petit-déj pendant 1 heure parce qu'on est présent. Voilà, on est là. On échange avec les gens dont c'est le métier au quotidien, parce que moi je suis pas derrière un bus, je suis pas derrière un car, je vois pas forcément les problématiques des gens au quotidien, je vois pas forcément... voilà, mais tu es là, t'écoutes, tu discutes, et tu repars en fait avec des idées, ou tu repars même avec des solutions qu'on t'apporte. Voilà, donc pour moi, déjà au niveau du climat social, très clairement, c'est un gain. Après, sur les autres choses qui peuvent être mesurables, peut-être l'absentéisme, on a remarqué quand même que notre taux d'absentéisme a pas mal a diminué en tous les cas. Là, il se stabilise, parce que bon, comme chez tout le monde, il y a des arrêts maladie, mais en tous les cas, il se stabilise, il est en dessous de la moyenne nationale et même en dessous de la moyenne de notre branche, donc pour nous, c'est un très bon point. Mais climat social en premier. D'accord. J'ai une question parce que dans ce cas de figure-là, pour mettre en place la salle de pause, de repos, etc., tu les as écoutés, les salariés en amont, c'est-à-dire que tu es parti de ce qu'ils avaient besoin, envie? Tu pars d'une boîte à idées, le truc vraiment basique, tu pars d'une boîte à idées, c'est tout. Et parce qu'il faut pouvoir répondre à des sollicitations du terrain. Voilà. Et la première chose réellement qui est revenue, c'était avoir un coin calme pour se reposer. C'était vraiment la première chose. Voilà. Merci. Merci. Donc il y a eu une enquête en amont pour avoir tous les besoins des collaborateurs. Il y a eu un plan d'action. Et en termes de mesures, c'est le ressenti social et quelques chiffres qui sont mesurables, notamment le taux d'absentéisme, le turnover. Enfin, on n'a pas complètement les chiffres. Non, en termes d'engagement, les 9%, on ne sait pas si on est en dessous ou pas. Mais je souhaiterais pour la suite de la masterclass qu'on prenne un peu plus de hauteur. Et étant en master prospective, comment vous imaginez l'engagement au travail dans les prochaines années? Du coup, je vous laisse, vous avez le micro, je vous laisse peut-être prendre votre position. L'engagement, c'est vaste. L'engagement au travail, en fait, oui, les nouvelles générations, donc t'en parlais, il faut savoir les embarquer. Elles sont avides de sens, de valeurs. Il faut savoir se challenger. Les nouvelles générations posent énormément de questions.
contrairement peut-être aux plus anciennes, qui attendaient, voilà, en fait, tu feras ça lundi, tu feras ça mardi, je te mets sur tel projet, donc j'attends tel attendu. En fait, maintenant, on va plutôt te dire, ouais, mais pourquoi? Ça sert à quoi? Et puis, pourquoi on ne le fait pas plutôt comme ça? Parce que finalement, ça gagnerait du temps. En fait, quand tu es manager et que tu es challengé, parce que j'appelle ça comme ça, en fait, on te dit, mais pourquoi? Mais non, mais moi, je verrais ça comme ça. Ouais, mais non, mais en fait, je suis pas d'accord avec toi. Non, mais ça arrive, et ça arrive de plus en plus souvent. Après, il faut juste savoir se remettre en question et pas se dire ouais, en fait, c'est moi qui décide, et puis ce que va me dire l'autre, je m'en fiche parce que moi j'ai l'expérience, j'ai l'ancienneté. L'ancienneté, alors ça, c'est un mot, enfin, je vais pas dire horrible, mais il y a beaucoup de personnes en fait qui se rattachent à leur ancienneté au lieu de se rattacher à leur expérience. Voilà. Ça peut-être qu'on en parlera peut-être après, je sais pas. Mais voilà, il faut savoir se remettre en question, il faut savoir répondre aux questions. Ça, c'est hyper important, ne jamais laisser une question sans réponse. Et je me perds un peu dans ce que je dis parce que c'est par rapport à l'engagement, c'est ça. Par rapport à l'engagement de demain, oui, accompagner aussi, on parlait l'IA. L'IA aussi, c'est hyper important parce que nous-mêmes, là, depuis quelques temps, on utilise beaucoup l'IA pour tout ce qui est planification. Là, on a mis en place depuis quelques temps, on a une activité supplémentaire depuis 2-3 ans qui s'appelle le transport à la demande. Enfin, je pense peut-être que certains d'entre vous connaissent, c'est la Resatao. C'est-à-dire vous avez une appli dans votre poche, vous décidez vous avez une sortie de tel endroit à tel endroit, et en fait, vous n'avez pas d'humain. C'est vraiment, tout se fait via une application. Et nous, comment ça se traduit chez nous? Il y a toujours un humain. Voilà, l'humain ne gère plus les demandes du client, c'est-à-dire que le client il ne va pas appeler en lui disant moi je veux voyager de tel endroit à tel endroit. Donc tout se fait via l'appli, c'est l'appli qui organise toute la journée de travail du conducteur, uniquement sur cette activité-là. Et en fait, derrière, l'humain reste quand même, parce que s'il y a un problème en particulier, et ben en fait, il faut être capable de répondre et au conducteur et au client. Voilà. Donc l'humain restera, mais l'humain, ses tâches évoluent. Donc là, au lieu d'avoir la tâche planification qui était la tâche numéro 1, et ben en fait, finalement, maintenant, sa tâche numéro 1, ça sera plutôt le service client, le service auprès du conducteur. Voilà. Donc ça évolue, mais avec des demandes de compétences qui changent un peu. Donc après, derrière, accompagner les gens dans cet accompagnement-là, dans cette évolution-là. C'est-à-dire, peut-être que s'ils étaient moins à l'aise à répondre à des clients, les former sur comment on répond. Mais l'humain restera, et l'IA est indispensable, et il faut s'accaparer la chose, quoi. Parce que sinon, après, derrière, on devient obsolète, comme on le disait tout à l'heure, et il faut fonctionner avec les outils d'aujourd'hui. Ok, donc l'engagement au travail de demain, selon vous, sera rythmé par l'accompagnement avec les nouveaux outils. Oui. Okay. Donc pour aller un peu plus loin sur l'aspect prospectif, et du coup je me tourne vers les coachs. Pour vous, l'engagement au travail demain, comment il se présente? Le besoin de transparence va rester, il sera changé, il sera modifié. Qu'est-ce que ça sera demain, l'engagement au travail? Pour moi, on ne peut pas questionner l'engagement au travail de demain sans questionner le travail de demain. Et en fait, avant de questionner l'engagement de demain, disons-nous, est-ce que le travail de demain, il sera celui qu'on connaît aujourd'hui? Et a priori, non. On sait que d'ici à 2040, je crois qu'il y a 30% de compétences qui seront nécessaires qui n'existent pas encore aujourd'hui. Donc quand on parle de se former au métier de demain, en vrai, les compétences qui seront nécessaires, on ne sait pas encore lesquelles elles sont parce qu'elles n'ont même pas émergé. Donc le rapport au travail de demain et comment je vais m'y engager, c'est déjà accepter cette forme d'incertitude, de trucs super mouvants, etc. Et finalement, ce qui est sûr, c'est que les compétences demain, en tout cas le rapport au travail demain, il va nécessiter des compétences très hybrides. On va de plus en plus en fait vers des métiers un peu de slasher, quoi, qui sont planificateurs, / régulateurs ou service client. Enfin,
On va ajouter davantage de polyvalence, c'est-à-dire qu'on va être un peu moins expert dans certains domaines, mais on va toucher un peu plus à tout. Et finalement, ce que ça induit, c'est mon besoin de développer ma capacité à développer des compétences. Finalement, la compétence dont on a besoin demain, c'est celle qui consiste à apprendre vite, mieux, et à intégrer de nouveaux savoirs le plus vite possible. En ça, en fait, la place qu'on va laisser aux soft skills dans les années à venir, elle va être majeure. Jusqu'à présent, on visait des diplômes, des accréditations, des certifications, des qualifications. Demain, en fait, on va se dire, ok, c'est quoi son mindset et est-ce qu'il peut évoluer avec nous ou pas? Est-ce qu'il peut évoluer sur les métiers avec nous ou pas? En fait, pour moi, l'engagement au travail de demain, ça va être du coup quelque chose de beaucoup plus choisi que subi. Et beaucoup plus en lien avec ce dont on parlait tout à l'heure, hein, ces fameux alignements. Est-ce que ce que pense ma tête, c'est en phase avec ce que font mes mains, et est-ce que ça va avec les valeurs que j'ai dans le cœur, en fait? Et pour moi, il y aura quelque chose autour de ça, sur l'engagement demain. Merci. On va recueillir l'avis de Clémence sur la question, sur la prospective et les métiers du futur. Alors, par rapport au métier du futur, je pense que oui, là on disait qu'il fallait que la personne soit alignée avec ce qu'elle veut, mais je pense qu'il faut aussi que les entreprises lui laissent la place de devenir alignée et que les systèmes soient un peu moins rigides. C'est-à-dire que là, on a une rigidité quand même avec des fonctionnements qui restent en silo, où chacun fait quelque chose qui est bien défini, quelque chose qui est dans une fiche de poste bien normée. Et je pense que les entreprises vont devoir aussi être un peu plus flexibles, se décomplexifier aussi peut-être, pour que effectivement les métiers de slasher, peut-être aussi un petit peu d'ubérisation, on va être plus sur une notion de service et plus forcément de salarié en tant que tel, mais peut-être là j'ai besoin pour faire une campagne de com qui ne peut pas être générée par l'IA, je vais utiliser une agence de conseil, un indépendant, au lieu d'avoir mon service com qui va être en silo et qui va faire que ça. Est-ce que quelqu'un a un autre avis sur la question? Non, c'est très congruent, en fait, on ne sait pas pour demain. Vous faites de la prospective et en fait, on ne sait pas. Il y a 10 ans, la prospective appliquée aux ressources humaines, ça s'appelait la GPEC. Maintenant, on parle de GPP, on a enlevé même le côté prospectif du truc parce que c'est trop compliqué. C'est hyper difficile de se projeter. On peut se projeter à 2 ans, 3 ans. Après, c'est la science-fiction. Donc après, c'est intéressant. Il y a des exercices qui permettent d'aller un petit peu plus loin. Ce qu'on peut faire, c'est un peu, là, c'est tirer les lignes des tendances fortes actuelles. On l'a vu, une transformation technologique avec de l'intelligence artificielle, de la digitalisation. On a vu un renforcement des normes, de la conformité aussi, avec des directives européennes, dans le droit français également. C'est besoin de qualité, dont tu parlais aussi, Clémence. On a aussi, dans les grandes tendances à venir, c'est un changement démographique qui est assez fort. Il y a de moins en moins de jeunes. On voit le taux de natalité en France, il a baissé, on est passé en dessous de 2. Les prévisions de l'INSEE ne sont pas positives pour les années à venir. C'est-à-dire qu'on aura un souci de renouvellement des générations. Et en même temps, on est de plus en plus vieux au travail. Parce qu'on sait que pour équilibrer notre système de retraite, on avait poussé un petit peu l'âge de départ de 62 à 64. Aussi qu'après 2027, on se repose la question en fait d'une réforme des retraites. Donc il va falloir aussi se projeter dans un contexte intergénérationnel avec ces sujets-là, avec des questions de transmission, avec des questions d'accueil, avec des questions de mindset qui peuvent être différentes. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, il y a un truc qui est hyper fort, c'est les compétences qui sont transférables. Et effectivement, les compétences comportementales, les soft skills, les compétences molles, douces, on peut les appeler comme on veut, elles ont une importance fondamentale demain parce qu'on sait qu'elles ont une robustesse par rapport au changement qui est beaucoup plus forte que des savoir-faire. On en donne 3, c'est celles qui sont souvent citées par Jérémy Lambry, c'est les 3 C, c'est-à-dire l'esprit critique, votre capacité à réinterroger, surtout quand on utilise de l'IA, on voit que le job s'est déporté, l'IA fait, on contrôle. Donc en fait, on va user l'esprit critique pour se dire, est-ce que ça raconte pas des conneries? Parce que comme l'IA, c'est une technologie qui est probabiliste, forcément il y a des conneries. On dit ça poliment, on appelle ça des hallucinations, mais effectivement, c'est des erreurs de probabilité. Donc nous, on a un enjeu là-dessus, sur cette capacité à ne pas prendre les choses comme vraies immédiatement. On le voit aussi dans le monde de l'information, avec les fake news, etc. Donc esprit critique, curiosité. Donc, et ça rejoint ce que tu disais qui est hyper important, c'est apprendre à apprendre. C'est une capacité à pouvoir s'intéresser rapidement à des sujets et à pouvoir monter en compétences rapidement, alors qui doit être
à la fois organisés par l'institution, par l'entreprise, et en même temps qui sont effectivement une compétence personnelle. Et puis le dernier, c'est nos capacités relationnelles, communication. On est dans des univers complexes. Pour gérer la complexité, il faut pouvoir discuter, communiquer clairement avec les autres. En fait, quand on regarde, on a fait des études sur les fonctions support chez nous, en fait, de qu'est-ce que fait notamment l'intelligence artificielle. Bon, je vous l'ai dit, hein, ça automatise pas mal. Il y a un deuxième sujet, il y a un enjeu autour de la donnée. On est de plus en plus sur du pilotage par la donnée. Donc il y a des compétences à développer là-dessus. Pas pour faire les données, parce que logiquement, en fait, on aura fait ce boulot avant, mais pour pouvoir les analyser, les comprendre, donner du sens en fait, à la donnée et pouvoir s'en servir, allez, on va dire de manière prédictive, en tout cas essayer effectivement d'avoir cette vision-là. Le dernier sujet, il est autour de la relation, du relationnel, de l'accompagnement, du care. On voit par exemple pour les ressources humaines, ben, ces trois éléments-là, ils vont venir, c'est-à-dire qu'on va avoir demain, on aura des RH qui sont plus à proximité des salariés, à mieux comprendre ce qu'ils veulent, parce qu'il y a une partie de leur activité, j'allais dire tout ce qui est processus un petit peu opérationnel qui peut être automatisé. Il y aura du pilotage par la donnée, bien sûr, mais il y aura également effectivement un rapprochement. Et ça se retrouve pour la plupart des fonctions support, je pense aux auditeurs, je pense aux comptables, etc. chez nous, où on a ce déport vers le conseil, vers la relation client, etc. Donc, les compétences humaines, hyper importantes. Est-ce que quelqu'un... Parce que la DRH, en fait, jusqu'à maintenant, c'était les directions des ressources humaines, et en fait, de plus en plus, on va vers des directions des relations humaines. En fait. Enfin, c'est des nouveaux mots qui arrivent dans le vocabulaire d'entreprise, et je trouve que c'est assez prédictif de ce qui va se passer. Merci beaucoup pour ce débat. Donc, on va clôturer la table ronde. Et vous pourrez donc approfondir les sujets qui ont été évoqués dans les ateliers qu'on vous proposera en deuxième partie. Pour conclure rapidement, je retiens que l'engagement, c'est pas une formule magique. Elle résulte non seulement des valeurs que chacun a, et aussi d'un environnement qui donne du sens, qui reconnaît, qui responsabilise et qui également accompagne du coup le changement. Retenons que aujourd'hui, nous avons passé un bon moment avec nos magnifiques intervenants qui nous ont enrichis au fil du débat, de l'échange. Et vous, qu'est-ce qui réellement fait sens pour vous dans votre travail? Merci. Et nous recevons de ce pas notre ami et camarade Kylian Martin pour un petit mot. Merci Lisa, merci Paul, merci aux intervenants pour cette table ronde. Et un grand merci aussi à vous, le public, pour votre présence. Donc on va entamer une petite pause de 15 minutes. Donc je vous propose de se retrouver à la fin des 15 minutes dans la salle d'accueil pour pouvoir répartir les différents ateliers. Vous allez pouvoir profiter aussi pendant cette pause du déjeuner, donc qui vous a été offert ce matin par Columbus Café, qui nous a accompagnés tout au long de cette préparation de masterclass. Donc je tiens vraiment à remercier Madame Breton, qui est la franchisée de Columbus. Et du coup, normalement je l'ai tout dit. Donc dans 15 minutes, on se retrouve dans la salle du Learning Lab, donc de l'accueil, et je vous souhaite une bonne pause.